Tu as dit oui? Non, rien dit. Non, parce qu'il y a des bons motifs. Donc, la jeunesse, je ne sais pas. J'ai pas... C'est bon? C'est bon, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Conseil communal. Nous allons démarrer par le premier objet qui est le secrétariat, c'est le procès-verbal de la séance du 18 mai. Et tout d'abord, je dois excuser Olivier Pétronin, Aurélie Biston, Laurent Smet, Francine Kekenbosch, probablement Isabelle Gaumont et Camille Gigot. Mais là, Mélanie. et Mélanie Aubruche, qui n'est pas là non plus. Voilà. Ça sent les vacances. Donc le premier objet, c'est le procès-verbal de la séance du 18 mai 2026. Je suppose que c'est bon pour tout le monde. Nous allons passer au deuxième objet, interpellation citoyenne du collège communal relatif au projet de loi sur les visites domiciliaires et au projet de règlement retour de l'Union européenne. On accueille Supiré. Voilà, je... Voilà, il y a une... Il faut peut-être allumer le micro. On vous écoute. Ça fait un peu scolaire, désolé. Merci. Mais... Oui. Voilà. C'est la fin des examens, mais bon. Voilà. Merci. Voilà, monsieur le bourgmestre, madame et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseillers communaux, en tant que citoyens et citoyennes préoccupés par le respect des droits fondamentaux et la solidarité qui fondent notre société, nous souhaitons attirer votre attention sur l'avant-projet de loi fédérale visant à autoriser des visites domiciliaires dans le cadre de procédures d'expulsion en lien avec le projet de règlement retour adopté au niveau européen. Et nous vous adressons la question suivante. La commune de Wallin va-t-elle prendre position sur ce projet et adopter une motion en la matière pour envoyer un signal nécessaire en temps utile aux autorités fédérales, celles-ci devant rediscuter sous peu de cet avant-projet de loi. Nous estimons qu'il est essentiel que ce signal arrive maintenant, avant le vote au Parlement. Ce projet permettrait à la police, sur autorisation d'un juge d'instruction et à certaines conditions, hélas peu claires pour certaines, de pénétrer dans un logement privé pour y arrêter une personne dite en séjour irrégulier en vue de son expulsion du territoire belge. Ces violations de nos domiciles se feraient en dehors de toute procédure pénale. Nous serions donc inquiétés, alors que les protections normales qui devraient nous être garanties en cas de visite de nos domiciles ne seraient pas respectées, spécifiquement si nous sommes en situation administrative irrégulière ou si nous faisons preuve d'hospitalité et de solidarité. Comme habitants et habitantes de Wallin, nous nous sentons très concernés par ce projet et clairement inquiets. Ce projet nous ciblerait directement, ou ciblerait des personnes que nous connaissons. Il arrive fréquemment à certains d'entre nous ou de nos connaissances d'ouvrir la porte pour dépanner ou héberger une personne exilée sans nous soucier de son statut administratif. Dans l'esprit de la position que Wallin a adoptée comme commune hospitalière, un statut que vous avez largement soutenu. Quand une personne a besoin de soutien, d'accueil, d'hospitalité, on lui ouvre la porte, c'est tout. Ce projet nous effraie et nous nous interrogeons. Si la police peut pénétrer chez nous à 5 heures du matin, si elle peut fouiller la maison, pourrons-nous continuer sereinement à héberger des personnes qui en ont besoin? Cette mesure, déjà proposée par le passé et fortement critiquée, notamment par la commune de Wallin, suscite de sérieuses préoccupations quant au respect des droits fondamentaux, mais aussi quant à sa nécessité et sa proportionnalité. Certes, le nouvel avant-projet de loi témoigne d'une légère évolution du projet, que le rédacteur invoque pour défendre cette nouvelle mouture, affirmant que les garanties nécessaires auraient été apportées, mais il importe de distinguer les intentions exprimées et la réalité de l'avant-projet lui-même qui ne résiste pas à l'analyse. Ainsi, le Conseil d'État, dans son avis, pointe une atteinte particulièrement grave à des droits fondamentaux, en particulier au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, article 8 de la Commission européenne des droits de l'homme, article 15 et 22 de la Constitution, Convention, je voulais dire, européenne des droits de l'homme, article 15 et 22 de la Constitution, tant pour la personne visée par la mesure que pour les personnes qui vivent sous le même toit. La juridiction chargée de préserver l'état de droit souligne que ce projet donne à la police des pouvoirs trop étendus pour entrer dans des logements privés et qu'il comporte trop de failles juridiques.
Myria, le Centre fédéral migration, relève également de graves atteintes au droit à la vie privée et à l'inviolabilité du domicile. L'institution souligne que la nécessité de ce dispositif n'est pas démontrée, alors que la loi offre déjà tous les outils légaux pour intervenir en cas de menace réelle à l'ordre public ou à la sécurité nationale. Les notions floues de résidence effective ou d'ordre public ouvrent par ailleurs la porte à l'arbitraire et risquent de dissuader l'hébergement solidaire. J'en viens aux juges d'instruction qui ont dénoncé une dérive grave de la séparation des pouvoirs. Le projet ferait d'eux de simples instruments de l'Office des étrangers, chargés de valider des interventions policières à des fins administratives sans les garanties d'une procédure pénale, ce qui porterait atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire et à la protection des libertés fondamentales. Par ailleurs, de nombreuses organisations de la société civile, Ligue des droits de l'homme, CIRE, CNDD 1111, Amnesty International, etc., dénoncent une mesure stigmatisante, inefficace et contraire à l'esprit d'hospitalité et de solidarité qui anime de nombreuses communes belges. De très nombreuses communes ont déjà voté des motions s'opposant aux visites domiciliaires, que ces projets viennent de la Belgique ou de l'Union européenne. Des élus communaux et élus communales de gauche, du centre et de droite ont voté ces motions au nom de la défense commune des droits fondamentaux et du soutien à l'accueil et l'hospitalité. Perouet, La Hulpe, Genappe, Nivelles, Liège, La Louvière, Verviers, Herbeumont, Auderghem, Anderlecht, Evere, Forêt, Ixelles, Jette, Molenbeek, Saint-Gilles, Watermal-Boisfort, Bruxelles-Vins, Scarbeck, Rixensart, Gré-d'Oisseau, Saint-Josse, j'en passe, qui se sont prononcés il y a un certain temps ou plus récemment. Ces communes ont rappelé que le domicile est inviolable, que la loi actuelle suffit à garantir la sécurité publique, en cas de danger pour l'ordre public où la sécurité et la procédure pénale permettent déjà à la police d'agir en cas de besoin, et que cette réforme risquerait d'affaiblir la confiance entre citoyens, hébergeurs, solidaires et autorités locales. Elles ont également réaffirmé leur volonté de refuser les opérations policières ciblant spécifiquement les personnes sans papier. Nous savons que les autorités communales de Wallin ne sont pas insensibles à ces questions. Ce qui se traduit d'ailleurs par la motion portée par notre actuel bourgmestre à l'époque, votée à l'unanimité moins 3 abstentions le 12 mars 2018 et s'opposant à un précédent projet de loi visite domiciliaire. Ainsi que par la motion adoptée à l'unanimité le 14 novembre 2018, faisant de Wallin une commune hospitalière, s'inscrivant dans un mouvement de respect des droits des migrants, demandeurs d'asile et sans-papiers sur son territoire. Prenant la résolution ferme de respecter les droits fondamentaux des ressortissants étrangers présent sur son territoire et marquant sa ferme opposition à toute forme discriminante de politique migratoire et d'exclusion. Nous avons lu aussi dans votre déclaration de politique générale 2024-2030 la volonté du Collège de poursuivre cet engagement et d'accroître le soutien aux groupes de citoyens impliqués dans l'accueil des migrants, ce dont nous vous remercions d'ailleurs. Nous voudrions souligner enfin, à la suite des récents articles et éditos très éclairants parus dans la Libre et le Soir, que les visites domiciliaires permettraient la création d'un régime de sous-droit spécifiquement pour des personnes venues de l'étranger et qui n'ont pas les bons papiers. Quelles que soient les modalités précises qu'un projet de loi sur les visites domiciliaires pourrait définir, ces visites, réalisées hors procédure pénale, amoindriraient et violeraient les droits des personnes exilées ou de leurs hébergeurs en comparaison avec les mandats de perquisition ou d'arrêt classiques délivrés dans le cadre d'une procédure pénale. Elles ont donc toutes les caractéristiques d'une politique xénophobe. Dès lors, nous appelons Wallin à, elle aussi, adopter une motion contre les visites domiciliaires, mais également à ce qu'elle affiche et exprime avec force son opposition, comme l'ont déjà fait de nombreux bourgmestres. Il nous semble essentiel que la commune défende ses habitants, qu'ils hébergent ou non, et qu'elle reste une commune d'accueil pour des personnes en difficulté. Nous vous remercions par avance de votre engagement concret pour la défense des droits fondamentaux, la dignité humaine et la solidarité locale. Merci de votre attention. Merci Pierre pour cette interpellation. Donc, je pense que théoriquement, selon le règlement d'ordre intérieur du conseil communal, je pense que j'ai 10 minutes pour pouvoir te répondre, mais je n'aurai pas besoin de 10 minutes pour pouvoir te répondre, puisque suite à votre interpellation, donc vous avez interpellé en particulier donc Isabelle et moi par rapport à ce sujet, et on a eu l'occasion de se rencontrer. De discuter tout d'abord de manière un peu générale du projet en tant que tel, de partager sur vos préoccupations, de partager aussi par rapport au projet tel qu'il est actuellement donc déposé au Parlement, puisque je pense dans ton interpellation tu parles d'un avant-projet. Maintenant on est au stade de projet
de loi. Et ces discussions, très enrichissantes, donc elles ont permis d'aboutir finalement donc à un projet de motion qui a été déposé donc par le collège et dont on va discuter dans la foulée. Et donc je pense que la meilleure manière de répondre à l'interpellation que vous faites, c'est d'examiner finalement donc ce projet de motion dans l'immédiat. En tout cas, moi je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence très nombreuse pour ce sujet bien entendu donc extrêmement sensible et qui nous touche toutes et tous. Et donc je pense que c'est important que l'on puisse avoir un débat qui soit donc le plus éclairé donc sur le sujet. Et donc la motion est l'occasion, je pense, d'avoir donc ce débat. Voilà, alors normalement tu as l'occasion de répondre pendant 2 minutes, tout ça est très cadré, mais voilà, moi j'ai pas de souci si tout le monde est d'accord, enfin soit si tu veux répliquer maintenant tout de suite, ou à la limite de te relaisser la parole après le débat sur la motion. Moi je n'ai pas de problème, c'est peut-être pas tip top dans les règles, mais si tout le monde est d'accord, moi voilà, c'est comme tu le sens, sauf si tu veux réagir déjà maintenant, ou bien garder un temps de parole pour après la motion. Ça va? Si monsieur le directeur est d'accord. Il ne faudra pas intervenir dans le cadre du débat. Voilà. Voilà. Donc je commence, oui. Donc on va passer alors au point 3. Oui, le point 3 va être traité en même temps, comme ça, voilà. Voilà, mais donc la motion qui a été mise à l'ordre du jour du conseil communal de ce soir, donc comme on l'a dit, c'est une motion qui a été élaborée donc avec un groupe de citoyens qui nous a contactés et donc suite aux différents échanges qu'on a pu avoir, pas mal d'échanges, et donc on est arrivé donc à un texte qui semblait en tout cas à la fois reprendre vos préoccupations et à la fois reprendre aussi donc les éléments qu'on souhaitait partager par rapport à ce sujet, par rapport à cette thématique. Alors je voulais faire, avant d'en arriver au contenu, faire un petit état des lieux, un état d'avancement de ce projet de loi. Donc c'est un projet donc qui fait l'objet d'abord, il faut le dire, donc d'un accord du gouvernement. Donc dans l'accord du gouvernement, donc il y a un principe de visite domiciliaire qui est prévu, mais si c'est inscrit dans l'accord du gouvernement, c'est pas pour ça qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Donc je pense que il y a des principes et il y a bien entendu à côté de cela toute une série d'avis qui sont formulés, et il y a aussi surtout des principes fondamentaux que l'on doit respecter. Alors, sur le projet en tant que tel, donc je vais pas refaire tout l'historique, mais donc c'est un projet qui a été présenté au gouvernement il y a déjà plusieurs mois. Je pense que c'était même avant l'été de l'année passée. Il y a eu un premier avis du Conseil d'État, donc fortement critique. Il y a eu donc une deuxième lecture au gouvernement avec une demande de deuxième avis donc du Conseil d'État. Et puis après donc ce deuxième avis, il y a eu effectivement donc cette troisième lecture et la transmission donc du texte à la Chambre. Alors à la Chambre, moi, il se fait que je suis dans la commission qui examine donc ce projet de loi, puisque c'est la commission intérieure, asile et migration, et donc je suis de près le texte, bien entendu. Où en est-on? Donc on a eu il y a maintenant 2 semaines, je pense que c'était le mardi il y a 2 semaines, la présentation du projet de loi par la ministre donc en commission. Suite à cette présentation, donc il y a eu un accord pour qu'il y ait des auditions qui soient organisées. Les auditions ont eu lieu donc la semaine passée. Donc il y a eu d'abord des auditions des juges d'instruction, des représentants des magistrats, des représentants de l'Office étranger, des représentants également de la Sûreté de l'État, de l'OCAM, mais aussi de représentants d'organisations donc qui sont bien entendu donc à la pointe du combat entre guillemets donc sur ce texte-là. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites lors de ces auditions. Il y a eu également notamment une intervention qui était assez intéressante aussi concernant la police fédérale. Donc la police fédérale elle-même a émis toute une série de remarques, de critiques sur la mise en œuvre concrète du projet, du texte tel qu'il est en tout cas donc soumis. Donc je pense que ce sont toute une série d'avis bien entendu qu'il faut donc prendre en compte et en considération. La suite, la suite c'est demain. Donc demain, on reprend donc les travaux en commission asile migration. Donc demain après-midi, où vont commencer les réels débats autour du texte, où chaque groupe politique aura l'occasion d'interpeller donc la ministre sur le projet, sur ce qu'on a pu entendre aussi dans le cadre de ces auditions. Donc effectivement, tu évoquais le fait qu'il fallait interpeller au bon moment, mais je pense qu'effectivement c'est un bon moment pour pouvoir discuter de ce sujet donc au conseil communal et par la suite de transmettre la décision qui sera prise ici donc au sein du conseil communal. Donc voilà pour l'historique et l'état d'avancement. Alors avant d'aller plus loin, je pensais qu'il était quand même important aussi de rappeler c'est quoi le texte actuel, puisque tu as évoqué donc un texte de 2018, donc qui était donc un texte, un projet donc à l'époque. Il y a des évolutions. Je pense qu'il faut quand même les mettre en avant, et après on viendra bien entendu donc sur le volet de critique par rapport à ces différentes évolutions.
Donc ici, le principe, c'est une autorisation de visite au domicile qui est soumise à une autorisation préalable du juge d'instruction. Donc c'est une autorisation, le mot est important, donc ce n'est pas un mandat, c'est une autorisation qui peut être donnée, donc qui pourrait être donnée selon donc différentes conditions qui doivent être cumulatives. Donc tout d'abord, il y a la notion, et donc j'y reviendrai, de ce fameux danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. La personne doit avoir reçu un ordre de quitter le territoire et refuse de coopérer. Il faut considérer cette mesure comme une mesure de dernier recours. L'autorisation doit être proportionnée. Je lis ce qui est écrit dans le texte, hein, donc ce ne sont pas mes mots, c'est ce qui est écrit donc dans le texte. Bien entendu, donc aucune autorisation ne peut être imaginée donc pour un mineur. Il est précisé aussi que le simple fait d'être en situation irrégulière sur le territoire ne peut pas en soi être considéré comme un danger pour l'ordre public, et la commission d'une infraction pénale ne constitue pas non plus en soi un danger pour l'ordre public. Et enfin, donc il est précisé que le juge d'instruction prend sa décision qui doit être motivée par rapport à la requête et par rapport au dossier qui est transmis par l'Office des étrangers, et sa motivation doit porter sur la vérification de l'ensemble des conditions qui sont reprises donc dans le projet de loi. Donc ça, c'est ce qui est écrit, c'est le principal article de ce projet de loi. Alors les principales critiques, alors on va pas passer en revue, je pense, toutes les critiques, tous les avis qui ont été donc mis en avant donc par toute une série d'organismes. Tu en as mis en avant plusieurs. Ce qu'on pointe ici et qui nous paraît donc les critiques les plus importantes. La première, c'est que la loi au sens général, donc notre cadre légal actuel prévoit déjà toute une série de moyens pour intervenir par rapport à des personnes qui seraient considérées donc comme dangereuses par rapport à l'ordre public ou la sécurité nationale, et le prévoit dans un cadre pénal. Et ici, la différence, effectivement, c'est que le principe de visite domiciliaire est imaginé dans le cadre de l'application d'une décision administrative, et c'est toute, bien entendu, donc l'ambiguïté finalement donc de ce texte. Autre élément de critique, les balises qui sont prévues dans ce projet ne sont bien entendu pas les mêmes que celles qui sont prévues dans le cadre d'une perquisition qui serait mandatée dans un cadre d'une procédure pénale. Par exemple, le rôle du juge d'instruction n'est pas le même. Dans le cadre pénal, c'est le juge d'instruction qui finalement gère toute la procédure. Donc il est saisi, il va analyser, il va demander le cas échéant des devoirs complémentaires, et puis à un moment donné, il va estimer qu'il a suffisamment donc d'indices pour décider d'aller chercher quelqu'un donc chez lui, et c'est ça qui justifie finalement la nécessité, la proportionnalité du mandat qui serait donné. Et puis après, le juge d'instruction reprend la main aussi, donc ça c'est important, donc ça c'est dans un cadre pénal. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, donc on a l'Office des étrangers qui, sur base de toute une série d'informations, solliciterait une autorisation donc d'un juge d'instruction. Le juge d'instruction aurait 5 jours donc pour pouvoir prendre une décision. Ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est que s'il ne prend pas de décision pendant les 5 jours, il n'y a pas d'autorisation. Donc il faut une décision formelle du juge pour avoir cette autorisation de visite domiciliaire. Sans décision, pas de visite. Autre élément, donc c'est les voies de recours. Donc le texte ici en projet ne prévoit pas de recours spécifique par rapport à la visite domiciliaire en tant que telle. Le seul recours qui est mis en avant, c'est le recours par rapport à la mise en détention, recours devant la chambre du conseil, comme n'importe qui, entre guillemets, qui serait donc mis en détention, puisque les étapes prévues, donc c'est la visite, c'est la mise en détention, et puis c'est le retour par la suite. Autre critique importante, selon moi en tout cas, c'est la question de la notion de danger pour l'ordre public. Donc, elle n'est dans le texte pas définie. Et donc ça, c'est un point notamment d'écart par rapport, je trouve, moi, à même l'accord du gouvernement qui reprenait différents thèmes en lien donc avec ce danger de l'ordre public et sécurité nationale. Or, dans le texte, on ne parle que de danger pour l'ordre public sans la définir. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de définition de danger pour le public dans le cadre juridique belge, mais il en existe, notamment au niveau européen, et donc au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a des arrêts pris par la Cour qui motivent des décisions contre une motivation de danger pour l'ordre public par les États concernés, en utilisant donc une définition qui reprend et qui parle notamment de risques graves, de risques réels, de risques actuels. Alors bien entendu, c'est pas encore, je pense, suffisant de se limiter à 3 mots, mais au moins ça fixe déjà toute une série de balises qui ne figurent pas dans le projet de texte actuellement. Autre élément, tu en as parlé, donc c'est bien entendu donc le principe de la visite domiciliaire implique une violation du principe d'inviolabilité du domicile qui est dans la Constitution. Alors ce principe, il peut être enfreint, ça existe, donc la loi le prévoit dans toute une série de cas. Il peut être enfreint à condition, que la loi le prévoit, bien entendu, et que cela est justifié par les principes de nécessité et de proportionnalité. Et tout le débat, je pense, se situe bien entendu
notamment à cet endroit. Et puis, on l'a déjà dit, on l'a rappelé, donc le projet de loi fait l'objet de toute une série d'avis défavorables, tant du Conseil d'État, des juges d'instruction, des magistrats, de toute une série d'associations. J'ai évoqué de remarques, en tout cas formulées donc par la police. Et donc, on ne peut pas, bien entendu, faire fi de tous ces avis et se dire que tout va bien donc avec ce texte. Ce n'est pas, en tout cas, mon point de vue. Donc voilà pour les principales critiques. Alors la motion, on va pas la lire en entier, je pense que vous avez l'occasion toutes et tous de pouvoir en prendre connaissance. Elle est sur notre site internet puisque on transmet même une semaine avant le conseil communal donc l'ensemble des projets de délibération. Ici, moi je vais attirer l'attention sur ce qui est prévu comme décision, puisqu'une motion commence par des considérants, des vues, etc. Et puis se termine par une proposition de décision. Le projet, il propose, ça je vais les lire en entier, parce que je pense que c'est important quand même d'avoir donc tous les mots. Propose donc essentiellement trois choses. Donc de réaffirmer l'engagement de la commune de Wallin en tant que commune hospitalière et son attachement aux valeurs de dignité humaine, de solidarité, d'égalité et de respect des droits fondamentaux. Et donc le conseil communal réitère son engagement à favoriser l'inclusion et l'accompagnement des personnes migrantes présentes sur son territoire et à soutenir les initiatives citoyennes locales œuvrant en faveur de leur accueil. Je rappelle à l'occasion que depuis déjà au moins 5-6 ans maintenant. Donc nous soutenons bien sûr donc l'initiative d'accueil des migrants au niveau donc de la mise à disposition d'une salle communale donc aux sociaux, donc où effectivement je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont mobilisées, tous les bénévoles qui permettent donc cet accueil, puisque c'est effectivement donc un travail très important qui est réalisé, et bien entendu que nous continuons et continuerons à organiser donc cet accueil, à mettre à disposition cette salle communale. Deuxième point, propose donc d'appeler les membres de la Chambre des représentants à tenir compte des alertes, des mises en garde, des recommandations formulées par le monde judiciaire et par de multiples organisations de la société civile, et leur demande donc de s'opposer à tout projet de loi représentant une atteinte à l'état de droit et aux droits fondamentaux, autorisant notamment des visites domiciliaires qui enfreindraient de manière injustifiée, entre autres, les principes d'inviolabilité du domicile garantis par la Constitution. Troisième élément, donc on demande au conseil communal de réaffirmer que les missions de l'administration communale du CPS, des services de police notamment, sont de garantir l'aide aux personnes, l'action sociale, la sécurité de proximité et la cohésion sociale, et qu'ils n'ont pas vocation à être utilisés dans le cadre de missions de contrôle migratoire. L'idée est bien entendu pas que nos agents, qu'ils soient au niveau communal, qu'ils soient au niveau de la police, se transforment en informateurs. Ce n'est bien entendu pas l'objectif, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas donc accepter. Et ensuite, je ne l'ai pas repris ici sur le slide, mais donc il y a, on n'a pas évoqué le règlement retour, ni dans l'interpellation, ni dans la présentation de la motion ici. Et bien entendu, donc le règlement retour qui a été adopté au niveau européen avec une alliance de la droite et de l'extrême droite, donc qui présente des choses, bien entendu, qui font peur et sur lesquelles donc on s'oppose et on s'opposera. Et donc la motion propose aussi que le gouvernement fédéral, puisque là il y aura encore, c'est un règlement européen donc qui s'appliquera avec certaines modalités qui devront le cas échéant être définies. Et donc dans ce cas, donc en tout cas on s'est opposé de mon côté de manière assez claire, notamment à la création de hubs de retour. C'est quelque chose d'inimaginable, bien sûr. Et là, le dernier point qui n'est pas repris sur le slide, c'est bien entendu de transmettre ce projet de motion, cette motion, donc aux différentes autorités fédérales, à la Chambre, au président, etc., aux députés concernés, aux ministres concernés. C'est l'objectif, bien sûr, d'une motion. On ne le fait pas juste pour nous, on le fait aussi, bien entendu, et en premier objectif, donc pour interpeller les autorités qui sont amenées à se positionner donc sur ce projet. Voilà en tout cas moi ce que je souhaitais mettre en avant donc par rapport à cette motion. Donc voilà, moi je me rends bien compte que j'ai un rôle un peu particulier dans l'histoire puisque je suis bourgmestre et je suis aussi député fédéral. Je pense qu'il y a tout un travail qui va être fait dans le cadre des débats donc au Parlement. Donc le texte, il est déposé, il est discuté. Moi, j'ai pointé ce qui, à mon sens, ne fonctionne pas, ne marche pas et n'est pas acceptable dans ce texte. Et donc, mon rôle, en tout cas, je le conçois comme ça, sera de pointer donc ces différentes critiques dans le cadre des débats qui vont commencer donc dès demain. Et on verra bien entendu comment cela sera mis en place et sera accueilli, bien sûr, par la ministre, en l'occurrence, et par les autres partis qui sont représentés au sein de la Chambre des représentants. Voilà en tout cas ce que je souhaitais donc mettre en avant. Je propose maintenant qu'on laisse la parole à celles et ceux qui souhaitent
prendre la parole au niveau du conseil communal. Voilà. Mais moi, je souhaiterais m'exprimer par rapport à ce qui a été dit. Je vais pas répéter ce que Xavier a dit. Je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, remercier les citoyens qui sont venus nous trouver il y a quelques semaines parce que j'ai trouvé ce débat extrêmement enrichissant. Et le fait d'aboutir ensemble à une motion, pour moi, c'est un bel exercice de participation citoyenne. Que le politique et les citoyens parviennent à trouver un accord et à déposer au conseil communal cette motion, c'est une réussite. Ensuite, et là je m'exprime vraiment à titre personnel, moi je ne valide pas du tout ce projet de loi de la ministre Van Bossuyt. Il est absolument inentendable pour moi pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis convaincue, et peut-être que je me trompe, mais voilà, je suis convaincue que quand on représente un danger pour l'ordre social ou pour la sécurité nationale, il y a une procédure pénale par ailleurs qui existe. Et je n'ai pas encore eu des exemples suffisamment convaincants que pour me faire croire qu'on ait besoin d'une procédure administrative pour agir de la façon. Deuxième chose, je suis très embêtée par le manque de définition de danger de l'ordre public dans la loi même, parce que s'il ne s'y trouve pas, ça veut dire qu'il y a quand même une liberté d'interprétation de la part du juge d'instruction. Ça me paraît quand même, pour moi, assez évident. Je rappelle que je m'exprime vraiment en mon nom. Et ensuite, je pense que ça peut créer aussi vraiment chez les hébergeurs une crainte. Alors moi je rappelle quand même, il y a quelques années, tout le monde se souvient de ces images du parc Maximilien, comment dire, la nuit tombée, emplie de migrants qui ne savaient pas en fait où dormir, et ça a développé toute cette solidarité qu'on a connue aussi à Wallin. Je pense que c'est là aussi ici que ça a démarré, parce que ces images étaient simplement insoutenables. Je dois l'entendre 2 fois. Voilà. Donc c'était vraiment des images insoutenables. Ça a développé tout un réseau d'hébergeurs et d'entraide aussi ici à Wallin. Et je tiens à rappeler, comme Xavier l'a fait, notre entier soutien à ce collectif qui, je pense à Jacqueline, je pense à Nabil, mais ils sont beaucoup plus nombreux, qui viennent en aide aux migrants qui traversent notre territoire, qui leur apportent justement juste un tout petit peu d'humanité, et même beaucoup d'humanité, et pas que. Donc je trouve ça vraiment essentiel. Et je tiens vraiment à réaffirmer, en tout cas mon entier soutien à votre projet. Et si vous avez des souhaits de l'amplifier, il faut surtout revenir vers nous. Voilà, pour tout cela, ce projet-là, pour moi, n'est pas entendable et n'est pas nécessaire. Je vous remercie. D'autres personnes veulent prendre la parole dans le conseil? Oui. Fonctionne pas. Ah, voilà. Voilà, c'est bon. Alors, au nom de tout le groupe écolo, on tenait tout d'abord à saluer vraiment les citoyens qui sont à l'origine de la motion. Au-delà du fond, il est important de souligner la démarche, comme ça a été dit. C'est un travail qui est considérable, qui a été réalisé depuis plusieurs semaines, et c'est aussi une belle illustration de la participation citoyenne au sein de notre commune. Et donc, on tient vraiment à vous remercier, en tout cas sincèrement, pour tout le travail qui a été effectué. Sur le fond, la position d'écolo est claire et constante depuis longtemps. Nous réaffirmons notre opposition à toute visite domiciliaire organisée en dehors du cadre pénal et sous quelque forme que ce soit. Or, pourquoi d'abord cette mesure nous paraît inutile. Notre arsenal juridique permet déjà aux autorités judiciaires et aux forces de police d'intervenir lorsqu'une personne présente réellement une menace pour l'ordre public ou lorsqu'une infraction pénale est commise. Des outils existent déjà, les perquisitions, les mandats d'arrêt, etc. Le problème n'est donc pas l'absence de cadre légal, et je pense que ça, on l'a déjà dit. Ce dont nous avons besoin, ce sont des moyens suffisants pour la justice, pour la police, afin qu'elle puisse appliquer efficacement ces lois qui existent déjà. Ensuite, cette mesure nous paraît dangereuse. Le domicile, c'est un lieu qui bénéficie d'une protection particulière dans notre état de droit. Son inviolabilité n'est pas un détail juridique, c'est vraiment un fondement de notre démocratie. Permettre des intrusions dans les domiciles pour exécuter une décision administrative constitue pour nous un changement profond de philosophie. C'est précisément ce qu'expliquent les nombreuses mises en garde du Conseil d'État, de Myria et de nombreuses organisations de défense des droits fondamentaux.
Nous sommes également préoccupés par le message politique qui est envoyé par ce projet. Il contribue à assimiler la migration à une question de sécurité publique. Il entretient une confusion entre séjour irrégulier et criminalité, alors que ce sont deux réalités totalement différentes. Les personnes concernées ne sont pas poursuivies ici pour une infraction pénale, elles font l'objet d'une décision administrative. Cette évolution va alimenter la stigmatisation des personnes migrantes et décourager les citoyens qui font preuve de solidarité en hébergeant ou en aidant des personnes vulnérables. Et cette motion fait aussi écho, comme on l'a dit, à une histoire bien concrète de notre commune. À Wallin, on sait que plusieurs citoyens ont ouvert leurs portes à des personnes migrantes depuis de nombreux mois. Ils ont permis de se poser, de reprendre espoir et de retrouver, comme on l'a dit, un peu plus d'humanité. Ces citoyens ont incarné pour nous des valeurs de solidarité que notre conseil communal a voulu défendre en faisant de Wallin cette commune hospitalière. Nous ne voulons pas que la solidarité qui soit mise en place soit remplacée par la peur. Nous ne voulons pas que les habitants hésitent à accueillir une personne en détresse parce qu'ils craignent une intervention de police à leur domicile. Et nous ne voulons certainement pas que notre police locale, dont la mission est d'assurer une sécurité de proximité et de maintenir un lien de confiance avec la population, soit finalement contrainte de forcer les portes des habitants pour faire la chasse aux migrants. Ce n'est ni sa vocation, ni la vision que nous avons d'une police de proximité. Enfin, il ne faut pas se tromper de priorité pour nous. Si nous voulons un état de droit qui est fort, ce n'est pas en créant de nouveaux pouvoirs d'intrusion que nous y parviendrons. C'est en donnant à la justice, à la police, aux services publics les moyens humains et financiers nécessaires pour appliquer correctement les lois qui existent déjà dans le respect des droits fondamentaux. Je voudrais en venir du coup à la motion en tant que telle, au-delà de notre position générale que la position des colos, comme Mélanie l'a rappelé, qui est une position qui n'est pas une surprise, qui est cohérente et constante, qui l'est depuis de nombreuses années. Et pour en venir à la motion, comme on l'a dit vraiment, je le souligne aussi, nous on se réjouit vraiment non seulement de l'initiative citoyenne, mais aussi qu'un travail ait pu être fait pour arriver à une motion, pour arriver à une position officielle de la commune. Ça nous semble vraiment important et on tient à pouvoir participer à cet engagement public, officiel, politique. Il y a un élément que je voudrais encore souligner, auquel la motion fait allusion dans les nombreux considérants, c'est qu'on est quand même dans un monde qui a changé, on le sait, malheureusement, la montée de l'extrême droite, la résurgence du fascisme, en Belgique, en Europe, partout dans le monde, en fait, c'est une réalité. Il y a une banalisation des discours de haine, de racisme partout. C'est dans les médias, c'est dans les réseaux sociaux, mais c'est aussi dans les discours et dans les actes politiques. Et ça, en fait, c'est des dérives qui elles nous font peur autant qu'elles nous dégoûtent. Et aujourd'hui, au milieu de tout ça, de pouvoir dire qu'on fait partie d'une assemblée qui résiste, d'une commune qui résiste, c'est une fierté, c'est un espoir, même si on sait que le chemin est encore long. Et donc voilà, il y a une valeur au-delà du symbole, parce que c'est avec ce genre d'acte de résistance qu'on peut continuer à faire vivre la démocratie. Et comme Mélanie l'a dit, comme ça a été rappelé, la commune de Wallin s'est déjà engagée, a déjà pu valider à l'unanimité ou presque des positions fortes, des positions sans ambiguïté sur le respect des droits fondamentaux, une opposition ferme aussi à toute forme de criminalisation de la migration, mais aussi de la solidarité et de l'accueil. Et ça nous semble fondamental. Et aujourd'hui, nous, on va voter pour cette motion parce que grâce à la mobilisation citoyenne, c'est ce que cette motion en fait continue de dire. Nous, c'est ce qu'on voit dans cette motion et c'est ça qu'on soutient dans cette motion. Alors c'est vrai que la motion, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de mots et le diable est dans les détails. Alors ici, c'est plutôt la bonne nouvelle est dans les détails. Et donc, on voudrait juste pointer spécifiquement pourquoi on pense, malgré beaucoup de mots par lesquels certains ont pu être perdus, que ça reste une motion qui défend une position forte. Ce n'est pas sur l'écran en fait, c'est la note de bas de page attachée à la deuxième partie de la décision. Donc, faudra aller voir je traduis pour tout le monde. Donc, clairement, on a une motion ici dans la décision qui dit qu'on s'oppose à tout projet de loi qui est une atteinte à l'état de droit, aux droits fondamentaux, et donc on s'oppose à des visites domiciliaires. Là où il pourrait y avoir un doute, c'est qu'on dit des visites domiciliaires qui enfreindraient de manière injustifiée l'inviolabilité du domicile. C'est la difficulté des termes non définis de manière injustifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, le travail sur la motion a été extrêmement bien fait parce que non seulement on fait référence à l'article 15 de la Constitution, mais vous irez voir la note de bas de page qui est dans la décision que nous allons signer, qui fait en plus référence à la jurisprudence, donc la manière dont cet article est appliqué par la Cour constitutionnelle, enfin
dans un arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait le lien entre l'inviolabilité du domicile et le fait que qu'on reste dans le cadre actuel du droit pénal avec une perquisition. Et donc nous, c'est pour ça, c'est vraiment la ligne rouge. Je pense que ça a été signalé. On ne criminalise pas des personnes qui ont une infraction administrative. Et le projet des visites domiciliaires, c'est bien un des problèmes fondamentaux. Et donc nous, on est très contents que ce garde-fou soit explicite, même s'il faut le chercher, mais il est explicite dans le texte, et que tous les principes qui font partie de l'ensemble du texte sont les principes auxquels nous, on peut tout à fait adhérer. Alors, vous l'aurez compris, si ça avait tenu qu'au groupe écolo et aux citoyens, la motion, elle aurait fait en fait une phrase, elle aurait dit « La commune de Wallin rejette le projet des visites domiciliaires, inutiles, dangereux, point ». Voilà, ça aurait peut-être été plus simple, mais néanmoins... à part, C'est important d'argumenter. Voilà, c'est quand même bien d'avoir les mots, mais je voulais préciser que donc malgré tous les mots, le message de fond, il est là, et donc c'est pour ça qu'on votera pour, avec fierté, avec gratitude, reconnaissance pour tous les citoyens mobilité, avec espoir, et on appuiera aussi évidemment la dernière partie de la décision qui invite le bourgmestre à transmettre la motion, mais je pense au-delà de ça, Xavier, comme tu l'as mentionné, étant député, étant à double casquette, étant impliqué dans le débat, on espère et on attend aussi à ce que la voix des citoyens, la voix de Wallin, de cette opposition, soit relayée avec le rôle spécifique que tu as. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous avez le droit. Moi, j'ai juste envie de rajouter une dernière chose avant de laisser la parole à Pierre. Le simple fait qu'on soit commune hospitalière justifie pleinement le vote de cette motion. Voilà. On doit d'abord passer au vote. Avant. Ah, c'est d'abord le vote. Ah oui, d'accord. Sinon, ce serait considéré comme une intervention dans le débat et donc. Sinon, on mélange les deux objets. Voilà. Donc, on reste ici sur l'objet relatif à la motion et puis on revient à l'objet relatif à La l'interpellation. réplique. Voilà. Voilà, donc on passe au vote. Philippe Martin. Oui. Didier Hayet. Oui. Xavier Dubois. Oui. Isabelle Van Bavel. Oui. Bénédicte Rogagnage. Oui. Guillaume Saumon. Oui. Mathieu Stas. Oui. Cyril Lizen. Oui. Anne-Françoise Désirant. Oui. Aurélie Maréchal. Oui. Mélanie Noël. Oui. Bernadette Van Den Bosch, oui. La motion est donc acquise à l'unanimité. Vous me permettiez de prendre la parole? Non, on ne Désolé. peut pas. Désolé, ce n'est pas autorisé par le règlement. Voilà, je t'écoute, Michel. Vous pouvez communiquer. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied parce que j'aurais voulu dire que ce qui est important pour moi, c'est d'obtenir l'unanimité. Et on vient de l'avoir. Et donc j'avais des arguments pour essayer de convaincre les uns et les autres, encore en insistant sur certains points, mais c'était manifestement inutile. Et donc voilà, je vous remercie de tout cœur de nous avoir entendus. Merci. Bien, merci beaucoup pour votre présence et pour votre dévouement à la cause. Voilà. N'hésitez pas à rester pour la suite du conseil communal. Il y a encore Plein de sujets intéressants. un sujet intéressant. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde pour celles et ceux qui s'en vont déjà. Merci. Nous passons au quatrième objet, qui est le compte du CPAS pour l'exercice 2025. Mélanie n'est pas là. Je suppose que c'est Xavier. On constate une petite baisse du fonds spécial de l'aide sociale, due probablement à la diminution du nombre d'habitants, mais ce subside devrait augmenter en 26, grâce au renfort du service insertion socio-professionnelle et de leur efficacité. Concernant le subside fait d'asile, un de nos 8 logements est resté hors convention pendant plus d'1 an, ce qui impacte directement ce subside sur l'année 25, mais devrait donc un peu remonter en 26. Une réflexion est également menée concernant l'épicerie sociale,
qui, suite à la perte d'un subside, a dû augmenter de manière conséquente la part des communes participantes. Par rapport à l'aide à domicile, tout d'abord, les repas, nous avons fait 12 194 repas cette année. Nous avons augmenté le tarif de repas en septembre dernier, car il n'avait pas été indexé depuis longtemps. Ce qui reflète dans le compte 25 va se voir plus en 26. Une réflexion a aussi été menée par les services des aides ménagères sociales et des petits travaux, et leur tarif a été revu depuis le début de cette année. Pour les services des aides familiales, le subside de la VIC est distribué en deux parties. L'un à l'avance, le solde est communiqué et versé après la clôture du compte de l'année et on ne saura qu'au mois d'août la part réelle du subside. L'aide à domicile est un service en constante augmentation et bénéfique à tous nos citoyens. Enfin, nous avons optimisé nos outils informatiques, ce qui a bien aidé nos services, qui a pu faire face aux différentes réformes de manière plus sereine. Notre directeur financier faisant fonction mène parallèlement un travail de fond afin d'être plus proactif par rapport à nos créances. J'en profite pour féliciter pour son travail. Ce compte montre les efforts de l'ensemble du personnel du CPAS qui est remercié vivement par sa présidente et ainsi que tout leur investissement. Merci. Pour compléter donc au niveau de quelques chiffres donc ici qui sont affichés, donc on a un résultat à l'exercice propre, donc la différence entre les dépenses et les recettes de l'année qui s'établit à moins 205 992 €. Alors il y a toute une série de recettes qui viennent aux exercices antérieurs, c'est souvent des récupérations de créances ou de subsides qui viennent tardivement, qui viennent en tout cas donc l'année suivante, ce qui permet donc de réduire donc le déficit à l'exercice global de 83 000 €. Et puis donc il est compensé via donc des prélèvements donc sur les réserves. Les réserves, donc le prélèvement sur les réserves est moindre que ce qui avait été imaginé donc lors du budget modifié d'ailleurs, et donc les réserves fin 2025 s'établissent à 226 000 € au fonds de réserve ordinaire et à 553 000 € au fonds de réserve extraordinaire. Donc il y a un effort qui a été réalisé de manière importante puisqu'on a réduit globalement donc le déficit global. Donc il y a bien entendu encore toute une série de travaux qui sont réalisés donc au sein du CPS pour effectivement faire en sorte qu'on réduise encore ce déficit global. Il y a donc les synergies que l'on met en place. Donc on y reviendra dans le cadre notamment de la modification budgétaire au niveau du budget communal, puisqu'il y a la prise en charge de frais qui sont actuellement dans le budget du CPS, notamment pour la gestion des bâtiments. Et donc, ça permettra aussi d'améliorer encore le résultat 2026 du CPS. Donc, voilà pour les principaux chiffres et informations concernant le compte du CPS. Des questions du côté de chez Écolo? Non. Oui, Ou ailleurs. Tout le monde approuve, il ne faut pas passer au vote, tout va bien. Eh bien, merci. 5e objet, modification budgétaire communale numéro 1 sur l'exercice 2026. Voilà, donc cette première modification du budget communal, comme d'habitude, donc elle intervient au mois de juin puisque elle intègre principalement comme modification importante l'intégration donc du compte de l'année passée, donc on a validé donc lors du conseil communal précédent, et donc le projet de modification qui est proposé ici donc présente donc un boni à l'exercice propre à l'ordinaire de 123 019,06 € pour être précis, donc qui est en majoration donc par rapport à l'initiale de près de 100 000 €. Au niveau donc des recettes globalisées, dépenses globalisées, donc ça veut dire toutes les recettes et dépenses des exercices antérieurs. La principale modification, c'est l'intégration du résultat du compte 2025 qui s'est établi sur un boni de 1 572 000 en amélioration de 661 000. Donc là, c'est plus conséquent par rapport à ce qui avait été imaginé lors de l'élaboration du budget initial. Et l'opération principale qui est proposée en termes de prélèvement, c'est finalement le transfert de ce différentiel, donc les 660 000 pratiquement, vers l'extraordinaire pour financer les investissements de notre commune pour cette année 2026. Et donc le résultat global, donc c'est un boni général de 433 341,84 €, qui est donc fort similaire à celui de l'initial puisque le boni supplémentaire réalisé dans le cadre du compte est transféré à l'extraordinaire.
Au niveau des dépenses ordinaires, les dépenses ordinaires, donc elles s'établissent à 11 389 000 euros. Donc c'est une légère augmentation de 60 948 euros par rapport à l'initiale 2026. Vous avez ici l'illustration des évolutions des différentes catégories de dépenses. Si on les prend donc l'une après l'autre, au niveau du personnel, donc les dépenses de personnel qui intègrent aussi les dépenses de pension des mandataires, donc il faut le dire. Donc rappelons que cette catégorie de dépenses, elle évolue de manière automatique lorsqu'il y a des dépassements de l'indice pivot. Donc il y a l'indexation automatique des salaires et aussi des pensions des mandataires. Mais ici, donc on observe une légère diminution, donc une diminution de 68 442 euros. Elles sont dues à quoi? Elle est due à quoi? Elle est due principalement donc à certaines personnes qui sont en maladie et donc forcément donc le salaire n'étant pas payé, on peut actualiser donc les différents crédits prévus. Il y a également donc un agent du service finance qui a quitté donc son poste, non pas qu'elle était fâchée, mais tout simplement parce elle est retournée dans son administration donc d'origine. Et puis il y a à côté de cela également donc le transfert d'un ouvrier du CPS qui est prévu dans le cadre de la synergie bâtiment, qui n'est pas encore réalisé. Donc forcément, les crédits qu'on avait prévus sur un an sont réduits, ce qui permet donc de réduire donc les dépenses de personnel. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc là on est en une augmentation de 72 425 euros par rapport au budget initial 2026. Il y a des variations à la hausse, à la baisse. Les principales sont une augmentation de 25 000 euros pour les frais d'honoraires et d'expertise. Donc ça, c'est des dépenses one shot, donc elles vont pas nous impacter donc les années futures. Il y a plusieurs éléments importants. Il y a tout d'abord l'externalisation du dossier de modernisation des statuts du personnel de la commune et du CPS. Donc on a décidé pour finaliser, donc c'est un travail donc assez lourd, assez important, donc d'externaliser donc ce travail via donc des juristes qui sont spécialisés en la matière. Un autre point important, c'est l'étude comparative du CPS de Wallin avec d'autres CPS de communes voisines et similaires. Donc on va externaliser donc la finalisation de l'étude. Il y a déjà un travail qui a été réalisé au sein du personnel du CPS, mais donc on va finaliser donc la comparaison via donc cette externalisation. Et puis donc il y a un élément donc intéressant aussi, c'est une étude concernant la récupération potentielle d'une partie du précompte professionnel concernant les ouvriers qui travaillent en équipe. Donc il y a une exonération, en tout cas une réduction du précompte professionnel qui est prévue donc dans la loi, dont certaines communes bénéficient déjà, et donc on a décidé de se lancer également dans cette analyse pour pouvoir récupérer potentiellement plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est quand même une chose qui est assez intéressante. D'autres majorations, donc on a notamment l'inscription de crédit donc pour les projets de tax on pylons, donc c'est les projets qui sont en lien avec l'accord avec les opérateurs GSM, donc qui subsidient toute une série de projets liés donc au niveau des communes et CPS, à condition que l'on ne taxe pas donc les fameux pylônes GSM. Donc c'est un accord qui nous permet chez nous de récupérer une enveloppe de plus de 50 000 euros. Donc c'est quand même assez intéressant, qu'on affecte alors à des projets notamment de sécurisation, de cybersécurité et d'autres choses. On peut aussi l'affecter à de l'investissement, c'est le cas aussi notamment sur la rénovation de serveurs, etc. Au niveau des, je le disais tantôt, donc il y a 10 000 euros en plus qui sont prévus, donc justement pour assurer la synergie avec le CPS, puisque ça nous amènera des frais sur notamment des frais d'entretien, des frais d'expertise, des frais d'intervention donc sur les bâtiments du CPS qui sont pris en charge donc dorénavant par la commune. Et puis donc il y a les engagements que nous avons pris lors des conseils communaux précédents, donc notamment la convention avec la Fondation rurale de Wallonie pour la mise en œuvre du PCDR. Donc il y a 9 000 euros qui sont prévus en supplément. La convention avec INBW dans le cadre du plan d'action énergie-climat, donc avec un accompagnement et des formations qui sont assurées par INBW dans le cadre du projet, on va dire, du PAC écosystème. Donc c'est 6 000 euros que nous payerons donc cette année. La formation du personnel, on augmente de 4 000 euros aussi, donc pour pouvoir former tout le personnel au premier secours. Donc c'est notre conseiller en prévention donc, qui est arrivé depuis quelques mois maintenant, donc qui met de l'ordre bien entendu dans les analyses de risque et aussi bien sûr sur la formation du personnel. Et donc c'est important que notre personnel soit formé à cela également. Et bonne nouvelle, donc on a une diminution cette fois de 20 000 euros sur l'éclairage public. Et donc ça veut dire que les investissements qui ont été imaginés depuis déjà de nombreuses années et qui sont poursuivis de remplacement notamment des anciens luminaires par des luminaires LED portent leurs fruits. Bien sûr, il y a aussi la décision que nous avons prise
de réduire donc l'éclairage public au cœur de la nuit, et donc ça permet effectivement des économies qui sont intéressantes. Les dépenses de transfert, donc c'est les dépenses qui partent vers d'autres institutions, elles diminuent de 16 638 €. Donc il y a deux mouvements principaux. Il y a une nouvelle réduction de la dotation à la zone de secours. Donc le conseil de la zone de secours a décidé, vu le compte de la zone de secours, de rétrocéder, entre guillemets, si on veut, donc une partie du bon résultat de la zone de secours. Donc c'est une diminution finalement de 36 000 €. Et puis il y a à côté de cela une inscription de crédit supplémentaire à hauteur de 20 000 € qui vise le soutien de nos commerces locaux, et ça s'inscrit donc dans le cadre d'une politique qui est menée par la province du Brabant-Wallon, notamment pour l'aide à la lutte contre les cellules vides, ou plutôt donc au soutien aux commerçants qui souhaiteraient redévelopper donc du commerce local. Et dans ce cadre, on fait fonction de boîte aux lettres en fait, donc on reçoit l'argent de la province et on le distribue ensuite aux porteurs de projets. Pour l'instant, on n'a pas de projet encore, hein, donc on met les crédits et puis donc il y aura l'appel à projet et les différents commerçants pourront rentrer donc leur candidature. Au niveau des dépenses de dette, il y a une augmentation de 73 600 €. Donc, c'est les dépenses de charge de la dette. Donc, c'est l'addition des amortissements et des intérêts de la dette. Donc, c'est lié donc au fait que les emprunts que nous allons contracter donc d'ici la fin de l'année généreront aussi des intérêts donc cette année. Donc, il faut prévoir donc ces montants. Ce qui est important à mettre en avant, c'est que malgré cette augmentation, on est toujours à 7,3% des dépenses totales à l'ordinaire. Et je rappelle donc en 2018, les dépenses de charge de la dette représentaient 16% du total du budget ordinaire de la commune. Au niveau des recettes ordinaires, elles totalisent 11 512 000, augmentation ici plus importante de 163 000 €. La principale augmentation, c'est une bonne nouvelle, donc c'est les additionnels à l'IPP, l'impôt des personnes physiques, donc une réestimation qui nous a été transmise par les autorités supérieures. Donc on a 113 000 € en plus, donc ça c'est bien. On n'a pas reçu d'actualisation concernant le précompte immobilier, donc on n'y touche pas. Et autre bonne nouvelle, on a une augmentation au niveau du fonds des communes de 26 543 €. Pas d'autres grosses variations donc au niveau de nos recettes ordinaires. Au niveau du service extraordinaire, donc nos investissements principalement, donc on a un total, un boni à l'exercice propre de 4 552 000 €, mais qui se justifie par le fait qu'on finance maintenant ce qui avait été préfinancé par de la trésorerie, ce qu'on avait expliqué donc lors des débats sur donc l'initial 2026. Et au global, comme toujours, donc l'exercice extraordinaire se termine par un équilibre. Au niveau des dépenses nouvelles ou modifiées dans le cadre du budget modifié, c'est le cas de le dire, il y a globalement une majoration d'1 324 000 € de nos dépenses extraordinaires. Alors il y a plusieurs petits mouvements, on va pas les passer tous en revue. Les principaux mouvements, c'est l'inscription des crédits donc pour l'attribution du marché concernant la phase 2 du développement du site technique donc du service travaux. Donc pour celles et ceux qui ont suivi, il y a effectivement donc le nouveau hangar principal et maintenant donc l'objectif, on en avait parlé il y a pas longtemps dans le cadre du conseil, c'est la création d'un autre plus petit hangar pour cette fois-ci le petit matériel, les ateliers, et également la création de bâtiments, de vrais bâtiments, et non plus donc des conteneurs comme c'est toujours donc le cas actuellement donc pour nos ouvriers, avec ce qu'il faut en termes de commodité, on va dire moderne, et aussi donc les bureaux pour le service travaux, donc ce qui permettra de rassembler tout le service travaux administratif et ouvriers donc sur un seul site. Ensuite, à côté de cela, on l'avait validé en conseil communal, un petit supplément sur le projet de valorisation touristique du Vieux-Château avec 67 000 €. Il y a des modifications au niveau des réfections de voirie, on en parlera tantôt, c'est en lien avec le projet notamment de la rue du Mailleur ou du chemin de la Syrie. Donc on a une enveloppe pour les dalles béton, une enveloppe pour les rues en asphalte, et donc on adapte, donc on fait moins 50 plus 50, donc c'est neutre finalement. Et alors une dépense un peu plus intéressante entre guillemets donc à commenter, c'est des moyens en lien avec la mise en place d'une régie communale autonome. Donc on a décidé de se lancer effectivement donc dans ce projet. Pourquoi ? Parce que on va, je le rappelle,
réaliser un investissement donc très important au niveau de notre centre sportif, à la fois de rénovation du centre existant et d'extension de celui-ci. On parle donc de travaux de plus de 4 millions d'euros. Donc actuellement, nous ne sommes pas, nous devons payer donc la TVA. Donc on n'a effectivement pas de possibilité de récupérer la TVA. La mise en place d'une régie communale autonome permettrait de récupérer la TVA et donc de faire une économie substantielle sur ce type de projet d'investissement. Et donc on a décidé donc de se lancer d'abord dans une étude préalable de faisabilité de mise en place de cette régie communale autonome. Et puis ensuite, il y aura l'accompagnement par le bureau qui nous accompagne de la mise en œuvre concrète qui passe par des contacts avec l'administration du SP Finance, avec des rulings nécessaires, la mise au point des statuts de cette régie communale, etc. L'objectif, c'est bien entendu d'arriver à une gestion qui nous permet de récupérer donc cette TVA tant sur ces investissements que demain sur d'autres investissements qui pourraient avoir lieu sur le centre, éventuellement donc sur d'autres infrastructures qui sont dédiées au sport ou autres. Donc c'est une possibilité importante, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup d'autres communes. Alors, on peut voir à Mont-Saint-Guibert notamment, donc c'est le mécanisme qui fonctionne et qui semble en tout cas porter ses fruits. Autres évolutions, je vais plutôt parler alors des diminutions. Donc on a une diminution justement au niveau du centre sportif, puisque dans le cadre de l'appel à projet qu'on a lancé, on s'est aperçu, bonne nouvelle, que les montants des offres sont plus basses que ce qu'on avait estimé. Donc il y a 300 000 € en moins qui sont prévus donc sur cet article. Au niveau des fonds de réserve et provisions, donc c'est un peu le dernier point que j'aborde toujours quand on présente les exercices budgétaires, donc c'est pour voir un peu l'état des lieux de nos réserves, des moyens disponibles entre guillemets budgétairement. Donc on voit que le fonds de réserve ordinaire il bouge pas, on est toujours à 876 000 € de disponibles présumé fin 2026. Le fonds de réserve extraordinaire, donc on est à 1 024 000 €. On voit qu'il augmente, mais c'est une bonne, mais il faut pas non plus se dire que c'est une extra bonne nouvelle. En fait, c'est quoi? C'est simplement dans le cadre du nouveau mécanisme de financement de subsides de la région sur les investissements. Donc c'est maintenant le FERI. Avant c'était le FRIC, maintenant c'est le FERI. Donc c'est le Fonds extraordinaire régional d'investissement. On a reçu entre guillemets tout le subside pour les 3, 4, 5 prochaines, je sais plus combien, je crois que c'est 5 prochaines années, en tout cas jusqu'à la fin de la mandature, donc on va dire 4 si on compte bien. Donc c'est une bonne nouvelle de les recevoir, mais la moins bonne nouvelle c'est qu'on n'aura pas plus, et donc il faudra bien entendu travailler avec les enveloppes telles qu'elles sont présentes. Et les provisions constituées il y a quelques années, on n'y touche pas, et donc on est toujours à 2 millions d'euros de provisions, et donc on a au global des moyens disponibles d'environ 3 900 000 € auxquels on pourrait encore ajouter le résultat global de 400 000 € qu'on a évoqué donc précédemment. Voilà pour cette modification budgétaire qui a fait l'objet d'une discussion en commission des finances vendredi passé, commission à laquelle on a aussi pu avoir l'occasion d'entendre la présentation du profil financier par Belfius, qui a permis de nous comparer à des communes similaires, en tout cas qui présentent un peu le même développement socio-économique que la nôtre, permet de situer effectivement donc les enjeux pour notre commune en particulier. Voilà pour cette modification. Tu as eu un beau bulletin? Pardon? Tu as eu un beau bulletin? C'est pas à moi de le dire, c'est à ceux qui ont assisté à la présentation de le dire. Voilà. Je t'écoute. Je serai courte, je me prononcerai pas sur le bulletin, mais en effet, merci pour la présentation qu'on a eue en commission finance, c'était très utile. On a eu une discussion détaillée en commission finance, donc il n'y a pas de point spécifique à discuter. On voulait juste souligner sur la question de la régie communale autonome, la RCA. Future RCA, comme on l'a dit, c'est une très bonne idée. Enfin, me semble assez nécessaire d'avoir un véhicule spécifique et particulier pour la gestion des sports et du complexe sportif qui va devenir de plus en plus grand. Mais voilà, on voulait souligner que c'est aussi un organe nouveau, un nouveau dispositif, et que ça nécessitera d'avoir une gouvernance quand même bien réfléchie, parce que voilà, on connaît d'autres endroits où les RCA peuvent créer des questions. Donc voilà, c'est juste pour le poser là que sur le montage financier économique, ça a tout à fait du sens. Mais donc ce sera important qu'on puisse bien débattre et établir une gestion, une gouvernance qui soit transparente et qui soit comme il faut. Le seul point qu'on voulait souligner. Donc, ici, donc rappel, donc on en est à l'étude de faisabilité. On aura l'occasion d'en reparler. On peut être tout à fait transparent sur les différentes étapes de l'analyse qui en est faite.
Et puis tout cela, à un moment donné, si elle est concrétisée, passera au conseil communal, puisque ce sera une sorte d'émanation du conseil. Il faudra y désigner des représentants, etc. Voilà, on n'en est pas encore là, mais le bureau qui nous accompagne est assez optimiste sur le timing, puisque l'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre cette régie avant le commencement des travaux au niveau du centre sportif, pour qu'on puisse bénéficier pleinement de cette récupération de la TVA sur les investissements réalisés. Eh bien voilà, tout le monde approuve la modification budgétaire? Oui. Merci beaucoup. Nous passons au 6e objet, octroi des subventions communales fonctionnelles ou ponctuelles à certaines associations reconnues pour l'exercice 2026. Oui, c'est le point habituel qu'on présente normalement plus ou moins au moment de la modification budgétaire. Globalement, vous voyez que les chiffres sont assez similaires à ceux de l'année passée. Il y a des nouveaux, il y a des demandes complémentaires, des demandes supplémentaires qui sont faites notamment au niveau ponctuel. Mais globalement, on a un petit peu plus de subsides fonctionnels, un petit peu moins de subsides ponctuels. Donc globalement, on reste dans l'enveloppe par rapport à l'année passée et dans l'enveloppe donc qui était prévue au budget initial, ce qui est bien entendu aussi rassurant pour les finances communales. Oui. Des remarques, des questions peut-être? Oui, c'est pas une question par rapport aux subsides en tant que tel, mais on voulait juste revenir par rapport aux différents groupes de travail qu'on avait eu en octobre et en janvier. Il y a plusieurs pistes intéressantes qui étaient ressorties pour modifier les règlements et on voulait un peu connaître quelle était la suite concrète. Est-ce que vous avez déjà prévu de revoir le règlement? Est-ce qu'il y a d'autres réunions qui seraient nécessaires ou est-ce qu'on peut arriver avec des propositions? Donc ici, on a fait une synthèse entre guillemets de tout ce qui a été dit donc lors de ces échanges, Oui. et on a transmis ça donc à notre juriste qui travaille dessus. Ok. Alors il n'a pas que cela bien entendu comme dossier, et Non, c'est d'ailleurs on aura l'occasion de se revoir le 13 juillet, donc c'est pas encore convoqué, mais donc il y aura un conseil supplémentaire un peu extraordinaire le 13 juillet, notamment sur l'entrée en vigueur du nouveau code pénal qui aura des implications donc sur les sanctions administratives communales, et donc il travaille prioritairement là-dessus pour l'instant, mais ça fait partie bien sûr. Je sais pas Christophe si tu veux rajouter un point. C'est-à-dire que l'échéance, c'est le conseil communal du mois de novembre, Ok. où les deux délibérations, règlement de redevance en matière d'association doivent être votées, puisqu'ils n'ont été votés que pour un an. Mhm. Et donc, c'est à cette occasion, au plus tard, on reviendra vers vous avec un texte à proposer. Ok. Merci. Plus de questions? Tout va? Non. C'est bon? Merci. 7e objet, proposition d'intégration du territoire communal de Wallin au sein du bassin Cœur de Brabant, dans le cadre de la concertation régionale relative aux pôles locaux du logement. C'est moi. Alors d'abord, que vit cette réforme? L'idée est de créer une agence wallonne de l'habitation qui centraliserait les acteurs publics wallons du logement. Les pôles locaux auront pour vocation d'opérationnaliser les objectifs attribués par celle-ci. Dans ces pôles seraient regroupées des communes ayant une réalité de terrain assez similaire et géographiquement proche. La région nous demande notre avis sur la partie géographique de notre centre pôle Cœur du Brabant, qui regrouperait 22 communes, majoritairement du Brabant wallon. À ce stade, il nous paraît difficile de remettre un avis, car plusieurs éléments doivent encore être précisés, notamment en matière de gouvernance, de répartition des moyens, de coordination avec les opérateurs existants et de poids décisionnel des communes. Et donc, nous demandons au gouvernement wallon de ne pas statuer sur la proposition cartographique actuelle. Merci. Oui, on a encore un commentaire. Je ne sais pas si tu veux commencer. Non, je réagirai après. Vas-y. Ok. Nous, ici, en tout cas, en lisant la proposition, on soutient la position qui est adoptée par le collège. On constate les mêmes choses. Et donc, à ce stade, il y a effectivement beaucoup d'incertitudes sur les missions exactes des futurs pôles, sur le mode de fonctionnement, sur la gouvernance, sur les garanties financières, notamment en ce qui concerne les répartitions des moyens entre communes. Et c'est précisément là que se situe la problématique du découpage proposé aujourd'hui. On nous demande de se positionner sur une cartographie et donc sur des frontières et des regroupements de communes, alors que les règles du jeu, entre guillemets, ne sont pas encore définies. Et donc ici, on devrait fixer un périmètre sans vraiment savoir comment ça va fonctionner, avec quels moyens.
Et on s'interroge aussi sur la cohérence que ça va avoir avec les structures qui existent déjà, notamment les AIS, et sur le risque de superposition et de complexification du paysage du logement. Et donc, aujourd'hui, on soutient en tout cas la position qui est adoptée. Ok, ben voilà, donc effectivement, je pense que c'est assez clair. Voilà, c'est une nouvelle réforme qui modifie des structures supracommunales et sur les principes de revoir les choses, avoir plus d'efficacité. On est bien entendu pas fermé, mais voilà, à ce stade, en tout cas, il y a beaucoup d'informations donc manquantes sur ce que feront effectivement donc ces pôles, sur notamment le financement. Donc on parle de nouveaux droits de tirage, mais quels seront donc les critères de ces droits de tirage? C'est absolument donc important. Donc je pense qu'il faut bien entendu que le gouvernement vienne avec quelque chose de plus précis, de plus détaillé, pour qu'on puisse se positionner de manière plus claire sur l'intégration dans l'un ou l'autre de ces pôles. Voilà, pas de problème sur l'idée de pôle, mais voilà, concrètement, c'est une coquille et dedans, on voit pas très bien ce qu'il y a dedans. Voilà, donc là, en synthèse. Oui. Donc, je suppose que tout le monde est du même avis. Oui. Très bien. Merci. 8e objet, projet de schéma régional structurant de mobilité collective, localisation des mobipôles et connexion des centralités sur le territoire communal de Wallin au sein du bassin de mobilité du Brabant wallon. Oui, voilà, donc c'est aussi un projet du gouvernement, donc sur lequel on nous demande de nous positionner. Donc l'objectif, c'est dans un projet de réforme et de révision de l'offre du TEC, c'est de mieux fixer en tout cas les priorités sur base de critères qui seraient plus objectifs. Alors ici, donc, je tiens aussi à dire qu'il y a, au-delà de ces centralités en termes de mobilité, il y a tout un travail qui est actuel dans le cadre du schéma de développement communal, donc on y reviendra. Au niveau du schéma de développement communal, la prochaine étape, c'est une réunion en septembre, Guillaume, je pense. Voilà, avec la région wallonne pour finaliser entre guillemets donc les options qu'on pourra alors ensuite soumettre au conseil communal. Et donc il y a cette notion de centralité qui revient. C'est pas exactement les mêmes notions, mais on sent bien que c'est un concept que le gouvernement va sans doute utiliser à différents endroits et pour différentes politiques. Alors ici, ce qui était proposé dans le texte de départ, c'était donc une connexion de la centralité villageoise de Wallin vers la centralité urbaine de Jean-Plou et le pôle urbain majeur de Wavre-Autigny-Louvain-la-Neuve. Et donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de rajouter au-delà de cette centralité importante, deux mobipôles, l'un situé donc à Île Saint-Vincent, donc au rond-point national 4, où on a déjà actuellement une connexion avec le bus express, et qui nous semble donc un endroit bien entendu donc à préserver en termes de priorité, et également donc à Tourine au niveau donc du parking de covoiturage de la E411, avec bien sûr aussi ces deux destinations principales que sont d'un côté Jean-Blou et de l'autre le pôle Wavre-Autigny-Louvain-la-Neuve. Donc c'est important pour nous de marquer l'existence de ces pôles et de faire en sorte qu'on en tienne compte dans les choix qui seraient faits par le TEC, qu'on écrit maintenant le TEC. Je vois que c'est TEC toujours, donc c'est toujours un peu surprenant les choix de logo du gouvernement. Mais donc ici, on a effectivement donc cette nécessité de dire que au-delà de Wallin, il y a aussi deux autres pôles importants que l'on souhaite soutenir pour développer notre mobilité douce à Wallin. J'ai une petite question de suivi et je salue au passage de personnes dans l'Assemblée qui ont aussi bien suivi toute l'évolution de ça et donc c'est super. On est tout à fait favorable évidemment à bien appuyer ces deux mobipôles là et en espérant que les centralités, enfin que tout ça se superpose et comme on sait que tout ce genre de schéma et de développement prennent du temps, je ne sais pas mais j'imagine c'est Olivier qui a été aux réunions. Dans quelle mesure les discussions sur la structuration du réseau et le potentiel création d'une ligne express avec arrêt à la sortie 10, enfin, parce que c'est un peu ça qu'il y a notamment derrière, qui peut y avoir en tout cas derrière la sortie 10. Est-ce que c'est quelque chose qui est sur la table? Est-ce que c'est... Enfin voilà, je sais que c'est une idée qu'on a déjà évoquée de nombreuses fois. Il y a eu de l'Express, on a réussi à le faire venir sur la N4, mais pour avoir un axe structurant avec du bus sur la 411 avec une sortie, enfin à la sortie 10, ce serait évidemment idéal. Mais voilà, je sais que ce n'est pas simple, mais donc est-ce qu'il y a oui, des... Enfin moi j'ai pas, effectivement c'est Olivier qui participe à ces réunions, donc je propose qu'on
on lui repose la question la prochaine fois. Mais c'est toujours effectivement donc une priorité pour nous, c'est toujours sur la table. Mais voilà, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'avancée majeure donc sur le dossier actuellement. Mais en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est que justement, le fait de pointer cela aujourd'hui Exactement, c'est ce montre qu'on souhaite vraiment que quelque chose se développe à cet endroit. Si on ne le faisait pas nous-mêmes, je pense qu'effectivement, ça mettrait toutes les chances de développement de ce bus express à cet endroit, donc à néant. Donc voilà, je propose qu'on en rediscute quand qu'on pose la question à Olivier la prochaine fois. Ouais. Et est-ce que j'avais bien compris en regardant les documents qu'en fait Perbet est considéré quasiment avec Chastre dans les... Oui, ce qui est assez logique, quoi, avec la gare de Chastre. Il n'y a pas trop de soucis, vu la gare, oui, c'est ça. La centralité. Je veux dire, parce qu'on pourrait se dire, tiens, on considère que certains villages, mais moi, c'est ça que j'avais vu dans les documents, que Perbet est en fait couvert. Intégré dans la avec zone prioritaire à cet endroit-là. Ok, merci. C'est bon pour tout le monde est du même avis. Merci. 9e objet, convention entre la commune de Wallin et l'intercommunale du bureau économique de la province de Namur relatif à une assistance de maîtrise d'ouvrage en vue d'une étude de préfaisabilité et d'un accompagnement au démarrage d'une communauté d'énergie. Ça aurait été plus difficile en wallon, ça. Donc, remettons un peu de contexte, comme ça, ça va être plus clair pour tout le monde. Donc, le BEP, c'est un peu le parallèle de l'INBOE, en région, donc en province de Namur, donc bureau économique de la province de Namur. Et ici, on demande donc d'approuver une convention, en fait, qui est très simple. C'est le fait d'organiser une pré-étude, une étude de faisabilité sur une possible communauté d'énergie. CER, comme ils appellent ça. Alors, qu'est-ce que c'est une communauté d'énergie? On peut voir ça comme des vases communicants. Imaginons au complexe sportif ou sur plein de bâtiments on met des panneaux photovoltaïques, ils vont produire beaucoup. Eh bien, on peut revendre le surplus de production à des consommateurs. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on ne passe plus par le fournisseur et donc les deux peuvent être gagnants, à la fois le producteur et le consommateur. Ici, cette préétude donc est d'un montant de 1 500 € TVA ou 1 815 € TVA comprise et elle reprend la méthodologie suivante. Donc une étude classique, on va forcément identifier les bâtiments qui sont possibles. Ça n'a pas de sens par exemple, ou en tout cas on verra ce que l'étude donne, mais peut-être que un bâtiment qui serait isolé, ça va être plus difficile forcément à le faire participer à une communauté d'énergie. Donc ça va être vraiment tout l'objet de cette étude et de en tout cas voir s'il y a des pistes à ce niveau-là. Et récemment, j'ai discuté avec les chefins de l'Anne. Donc effectivement, comme je dis, ça peut être quelque chose de super intéressant en termes d'énergie renouvelable. On parle par exemple d'économie d'environ 50% sur le prix du kilowattheure pour le producteur. Un gain du coup de 50% sur le prix du kilowattheure. Et pour un producteur, on est sur 2 ou 4 fois par rapport au prix d'un kilowattheure chez le fournisseur. Donc il y a des gains vraiment des deux côtés. Il y a 65 Lannois qui ont rejoint cette communauté d'énergie, 27 producteurs, 38 consommateurs, mais elle est toujours pas active. Donc il faut savoir, là ça a pris 2 ans et il expliquait justement que c'est vraiment beaucoup de difficultés administratives, beaucoup de paperasse. Donc il faut forcément un compteur communicant chez toutes les personnes pour que l'interaction se fasse au moment, beaucoup de papiers à signer. Et là par exemple, il y avait une des personnes qui n'avait pas complété les documents. Il expliquait que tout le monde vers signer. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas qui prendra du temps, mais c'est un premier pas dans cette technique. Questions? Il y a quelques questions qui ont déjà été répondues, donc ça va aller vite. Par rapport, donc notre première question, c'était par rapport au type d'énergie visé. Donc, est-ce il y a déjà un type qui a été prédéfini, des choix qui ont été faits, ou plusieurs sources sont envisagées dès le départ? Ici, on part plus sur du photovoltaïque. Maintenant, on verra ce que l'étude veut dire. Ce sont eux les experts et ils nous renseigneront au mieux. Okay. On se demandait aussi quels bâtiments étaient visés par l'étude, mais donc ça va être déterminé justement en termes de l'étude, les bâtiments qu'on va utiliser. Ok. Et alors, on se demandait sur vraiment quel était le contenu de la mission du BEP et quel était le rôle concret de l'agent communal, ce qui va être formé. Et après, quel sera son rôle suite à ça? Donc 2 choses. Ta question d'avant était pertinente. Donc nous, a priori, comme ça, mais de nouveau, ce sont les experts qui vont se prononcer. Mais le bâtiment, donc le complexe des Boscailles, a la particularité que tout est relié sur une cabine.
donc CPAS, complexe sportif, le foot. Donc potentiellement, ça pourrait être en tout cas une piste assez intéressante à mettre en œuvre. Mais voilà, on verra ce qu'eux vont dire. Ce sont eux les plus compétents là-dedans. Et la deuxième question, donc c'est notre agent Marie Feller qui gère aussi le comité Pollet, qui est agent énergie. Et donc elle va être formée à justement cette plateforme. J'imagine, je sais pas quelle plateforme ce sera, est-ce que ce sera un tableau Excel ou autre, ça j'en ai pas les modalités, mais très certainement ce sera une plateforme didactique où on aura les données des bâtiments et on va pouvoir jouer, parce que forcément si on fait plusieurs communautés d'énergie, c'est peut-être pas le même coût, donc il y aura à mon avis toute une série de facteurs et on pourra faire varier ces différents éléments. Mais voilà, c'est vraiment une pré-étude, donc on commence seulement première étape dans la chose et on en saura certainement plus après cette première phase, quoi. Ok, ça va, merci. Une petite question, Guillaume. Le fonctionnement de ça, c'est à partir de batteries, c'est l'intérieur de bâtiments ou externalisé par rapport à des bâtiments dont on récupérerait, c'est un profane dans la matière qui parle parce que je n'y connais pas grand-chose, pour ne pas dire rien, et dont on récupérerait pour des bâtiments publics l'énergie des panneaux photovoltaïques. Alors, je suis pas du tout expert là-dedans, mais en gros, le principe... J'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est vrai, en Belgique ça se fait pas, en France ça se fait, des particuliers, toi, moi, n'importe qui autour de la table, en France en tout cas, peuvent avoir une batterie qui fait que leur consommation, les panneaux photovoltaïques vont dedans. Et donc, ils ont un stock qu'ils accumulent pour eux. Ce n'est pas redistribué dans le secteur public, dans le domaine public. En Belgique, c'est redistribué partout. Donc, les privés, ils récupèrent rien chez nous. Donc, d'où ma question ici, vu que c'est le domaine, des bâtiments publics, c'est ça l'idée, où je suis à côté de la plaque. Non, pas à côté de la plaque. Donc, de nouveau, je suis pas expert là-dedans, mais avec les échanges qu'on a eu avec Aurès et Marie et d'autres personnes, INBW, BEP et tout ça. Première chose, ici au niveau de la communauté d'énergie, ça pourrait s'arrêter aux bâtiments communaux. Donc, on pourrait se dire, on prend le complexe sportif et on fait les égoïstes et on ne fait que au niveau communal. Et donc, par exemple, en gros, en fait, il faut se dire que l'électricité, c'est un circuit fermé. Donc, ce qui est produit en trop, si personne le consomme, il va repartir sur le réseau. C'est essayer de limiter ça au maximum, puisqu'au final, ce gain, on n'y gagne pas grand-chose. Il vaut mieux essayer de bien dimensionner tout pour que, par exemple, je sais pas moi, en produisant, ça aille vers le CPAS, vers le bâtiment urbanisme, etc. Et le but, évidemment, de la communauté d'énergie, bien que ce soit vraiment très compliqué, mais c'est d'en faire participer les citoyens aussi qui sont en proximité, forcément, puisque ça passe via le courant. Et donc, c'est pour ça qu'il doit y avoir des compteurs communicants. Et c'est là où c'est calculé au quart d'heure, c'est vraiment très technique. Et ta deuxième question, le fait d'avoir une batterie. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas, si, c'est possible d'avoir une batterie, mais, pas à circuit fermé. Donc là, alors, si tu fais ça, en fait, tu devrais être hors réseau public, puisque tu ne peux pas te dire, je vais me débrancher, me rebrancher, parce qu'en fait, le courant, c'est un circuit continu. De nouveau, je suis pas expert, mais ce qu'ils ont expliqué. Mais tu pourrais quand même mettre une batterie. Maintenant, voilà, les batteries coûtent vraiment cher. Il y a des containers batteries, mais on est sur des budgets vraiment pharaoniques. Et de nouveau, peut-être que l'étude va nous dire qu'on devra mettre un container batterie et qu'à terme, on va économiser environnementalement et économiquement parlant. Mais ça, pas du tout expert là-dedans, donc je les laisse gérer à ce niveau-là. Ok, merci. D'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Merci. Dixième objet, convention cadre de partenariat entre la commune de Wallin, la province du Brabant Wallon et la SBL Natagora relatif à l'étude, la réalisation et la gestion future d'une zone d'immersion temporaire éco-intégrée sur le Nil auprès d'Ouf. Voilà, c'est un point donc bien entendu très important, donc qui fait partie de la mise en œuvre de notre plan inondation, le plan de lutte contre les inondations. Donc ça faisait effectivement déjà beaucoup de temps qu'on parlait de cette convention. Alors c'est pas parce que la convention est seulement validée maintenant qu'on n'a rien fait, au contraire. Donc on a bien entendu donc beaucoup travaillé déjà donc sur ce projet, mais il était nécessaire de valider toute une série d'éléments, de modalités concrètes et pratiques sur la collaboration pour la mise en œuvre donc de ce projet donc important. Donc pour rappel, donc c'est la création, l'objectif c'est la création d'une zone d'immersion temporaire de 155 000 m3 en amont de Spech, donc qui protégera bien sûr Nil, mais pas que, puisque vu la quantité qui serait retenue,
Ça protégera aussi les villages et communes donc en aval du Nil. Le projet, il fait l'objet d'un subside important d'1 742 000 €. Donc c'est bien sûr quelque chose de conséquent et qui nécessite forcément des modalités bien précises pour savoir qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Et donc au final, on a ici la répartition des rôles donc qui a été retenue. La commune, elle est chargée en tant que bénéficiaire du subside direct de la coordination globale de la demande de permis. Alors c'est pas nous qui rédigeons la demande de permis, mais formellement on intégrera et on introduira donc la demande de permis, la gestion de la subvention, la gestion financière de la subvention. Notre rôle particulier, c'est de gérer tout ce qui est acquisition de droits réels, que ce soit acquisition de terrain ou de servitude d'inondation, et les relations avec le pouvoir subsidiant, puisqu'on est bénéficiaire formel donc de ce subside. La province, elle, est chargée de l'étude du projet, donc elle a lancé depuis déjà pas mal de mois, donc bien sûr cette étude avec un marché donc attribué, de la passation des marchés et de réalisation donc des travaux, donc principalement donc de la digue qui va permettre de retenir donc les eaux, du suivi du chantier et bien sûr après de la réception et surtout très important de la gestion de l'ouvrage hydraulique à la fin, puisque c'est pas le tout d'acheter les terrains, de négocier les droits, de construire donc la digue, il faut la gérer. Et la gérer, ça implique un entretien. Et donc ici, la province donc va intégrer donc cette ZIT dans son arsenal entre guillemets, si on veut, de ZIT. Et donc puisqu'elle a le métier de gestion des ZIT, il paraissait tout à fait logique que ce soit elle qui en assure donc l'entretien. Donc ça veut dire aussi des charges financières donc à long terme pour la province. Et Natagora, partenaire donc du projet, se concentre essentiellement sur la partie biodiversité, on va dire donc du projet, qui est donc en charge de la conception et de la réalisation de la zone d'immersion éco-intégrée et de la coordination donc des marchés qui sont liés donc à cette partie biodiversité et puis de la gestion ultérieure de cette zone qui aussi donc impliquera des choses spécifiques. Donc on n'est pas nous spécialistes en la matière, donc c'est normal que ce soit Natagora qui gère cela donc par la suite. Alors où est-ce qu'on en est donc pour l'instant? Ici donc vous avez à droite un rappel de la zone qui est concernée, donc c'est comme une zone très importante puisqu'elle part pratiquement donc de la rue de Spech et elle s'étend donc jusque à l'autoroute. Et donc vous voyez donc les zones bleues, turquoise, vert, voilà qui sont reprises. Donc c'est la zone qui serait inondée à son point maximum. Donc si on atteint effectivement donc les calculs et les prévisions qui sont faites donc par le bureau d'études. À ce stade-ci, donc les démarches d'acquisition foncière donc elles ont été entamées, elles sont en cours. Il y a eu un premier tour de pratiquement tous les propriétaires et exploitants qui a été réalisé. Donc c'est l'INBW que nous avons mandaté pour cela, qui est une expérience donc en la matière. Le travail sur l'aspect biodiversité donc est en train d'être finalisé donc au niveau de Natagora et l'objectif est de pouvoir déposer la demande de permis donc en juillet 2026, donc c'est-à-dire très bientôt. Donc ce qui nous permettra bien entendu d'avancer avec des concrétisations si tout va bien en 2027. Voilà donc pour ce projet de convention très important. La digue, c'est ce qu'on voit ici. Oui, elle est schématisée ici effectivement, donc c'est quand même une taille assez importante. Donc en termes de, ce n'est pas non plus 6 mètres de haut, donc c'est pas quelque chose qui sera visible depuis très loin. Et puis c'est une bande, c'est de la terre qui est enherbée, donc c'est pas du béton, donc c'est vraiment donc quelque chose qui s'intègre dans le paysage. Je pense qu'on avait déjà illustré par le passé des exemples d'autres sites, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Des questions sur le plan? Non? Tout va bien? Merci. 11e objet. Là, je sais quand même peut-être le présenter en mode bilingue. C'est en bonne nouvelle pour les Jad Touren. On va refaire le vont idel souriri et le vont idel mailleur. Voilà. Ça, c'est en gros. C'est résumé, je n'ai plus rien à rajouter. C'est marché public de travaux relatif à l'entretien du revêtement bétonné de la rue du Mailleur et du chemin de la Syrie, apparemment, à Tourine-Saint-Lambert. Voilà, conditions et mode de passation. Voilà, donc on l'a déjà évoqué, je pense à différentes reprises. Donc ça fait partie, ça démarre de toute une série donc de plaintes, notamment donc des riverains, plaintes principalement donc en lien avec des vibrations importantes. Alors il y a déjà eu l'installation donc d'un radar répressif à la rue du Mailleur qui a déjà permis de ralentir
manière importante donc les vitesses, c'est donc d'améliorer déjà donc cette problématique de vibration, mais ce n'est pas suffisant. Et puis par ailleurs, on voit que le revêtement de ces dalles béton, pas partout, mais en certains endroits et à beaucoup d'endroits, donc est déjà fortement donc altéré, puisqu'on voit apparaître les cailloux qui sont donc dans le béton. Et donc forcément, ça n'améliore pas la sécurité et aussi donc la diminution donc du bruit lorsqu'on circule sur cette voirie. Alors, qu'est-ce qu'on propose? En fait, on propose une technique qui va nous coûter beaucoup moins cher que si on se lançait dans une rénovation complète de la voirie. On s'est inspiré bien sûr de ce qu'on a déjà pu tester, notamment au Carrefour plus loin, au Carrefour Vannes-de-Loise, et également donc au niveau de la rue Saint-Fromont. Donc en fait, on va racler donc les dalles béton. Donc normalement, c'est une technique qu'on fait plus sur de l'asphalte, mais ici donc on va racler la dalle béton donc sur 2 cm. On va poser donc un système anti-fissure, et en l'occurrence ici c'est une forme de géogrille, donc c'est quelque chose qui va tenir, et puis donc il y a une colle qui est posée, puis un système de géogrille qui va se mêler finalement donc à l'asphalte par la suite. Et sur cette anti-fissure, on va placer donc un revêtement asphaltique tel que l'on peut le voir donc dans toute série d'autres voiries. Donc ce n'est pas c'est différent d'un enduit qu'on va simplement poser donc sur des routes bétonnées. Donc il y aura vraiment donc une véritable couche donc d'asphalte, et donc on aura la qualité d'un revêtement donc asphaltique, et donc qui absorbera mieux bien entendu donc les vibrations le cas échéant. Et donc l'objectif c'est de bloquer donc ces dalles béton et d'avoir donc ce revêtement donc asphaltique par-dessus. Ce qui est proposé également, vu que en rajoutant donc cette couche d'asphalte, il y aura un petit relèvement de la voirie. Donc on va récupérer le relèvement en posant donc des filets d'eau en asphalte coulé, donc qui vont faire récupérer la différence entre le nouveau revêtement et les bordures qui sont donc de part et d'autre de la voirie. On en profite pour remplacer aussi tous les vieux avaloirs qui ne sont pas munis de système coupe-odeur, donc qui sont donc les avaloirs modernes entre guillemets maintenant. Donc on va remplacer tout cela. Le marquage routier existant, il sera fait à l'identique. Il n'y a rien de neuf qui sera donc posé. Et on a parlé de la rue du Mailleur, mais en fait ça concerne la rue du Mailleur et le chemin de la Syrie, comme Bernadette donc l'a dit mieux que moi en wallon, jusqu'à bien entendu donc la partie urbanisée, puisque au-delà de la partie urbanisée, donc là on a déjà fait un entretien sur le béton, et donc ici on aura donc c'est quand même une longueur assez importante. Donc c'est toute la traversée finalement donc depuis le début donc de Tourine jusqu'au Carrefour. Et donc vous voyez que le montant il est relativement abordable, puisqu'on parle de 263 000 € donc d'investissement. Si on devait refaire la voirie complète, soit en dalle béton, soit même avec nouvelle fondation, etc., et revêtement asphaltique, on serait plutôt sur des budgets de l'ordre d'1 million, 1 100 000, 1 200 000, vu la longueur bien entendu donc de la voirie. Donc bien entendu on peut considérer ça un peu encore comme un test, mais un test que l'on fait en confiance, puisque d'une part, on l'a déjà testé à 2 endroits en tout cas donc de la commune. Et puis, l'avantage du système qui est proposé, c'est que, en fait, on transforme, entre guillemets, si on veut, la voirie béton en voirie asphaltée. Ça veut dire que on pourra y réaliser un entretien donc ultérieurement. Donc, lorsqu'on estimera que le revêtement n'est plus suffisamment bon, on pourra racler ce revêtement et remettre le même type de revêtement et repartir pour plusieurs années. Donc voilà, donc je pense que c'est une technique intéressante, et qui, si elle est convaincante sur une longueur aussi importante, pourra aussi être développée ailleurs sur d'autres tronçons de la commune en dalle béton. Voilà, vous avez ici, c'est pas super parlant, mais vous avez effectivement, c'est simplement la rue du Mailleur et le chemin de la Syrie. On voit donc le début et la fin donc du chantier proposé. On sait déjà à peu près la durée du chantier. Je n'ai pas cette info-là. Parce que c'est vraiment un axe qui est fréquenté. Oui. Mais j'ai pas là. Oui, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. On pourra y répondre la prochaine fois. Ouais. L'idée est de pouvoir attribuer le marché d'ici la fin de l'année, et de faire les travaux l'année prochaine. Ouais. Il faudra gérer, bien sûr, effectivement, donc les inconvénients liés à cette. Mais bon, on fait jamais de rénovation de voirie sans inconvénients, bien entendu, mais l'objectif sera de. C'est pas facile de dévier. Les habitants vont être ravis de. Ah, ça oui. Je connais quelques-uns, effectivement. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. 12e objet, demande de permis d'urbanisme pour la construction groupée d'un ensemble de 7 habitations unifamiliales sur un bien 6 rue du Trichon et de la Converterie à Nil-Saint-Vincent. C'est pour une modification de la voirie communale. Exactement. Donc c'est bien ici sur la modification, le décret voirie, le projet de voirie, pas le projet donc des 7 lots, donc des 7 habitations.
Comme vous l'avez vu dans les documents, on va pas parcourir tout le métrait en live maintenant, mais donc il y a 2 trottoirs qui sont créés, un le long de la rue du Trichon, donc d'1,50 m, et un trottoir latéral donc en bordure de la rue de la Couverterie, donc la nouvelle rue partagée, qui rejoint la salle Jadinon, qui est implantée derrière la haie existante, donc on va dire plus près de la haie, plus près de la parcelle privée du coup que de la voirie publique. Il y aura une piste cyclable traversant, donc c'est à côté rue du Trichon. Vous avez vu aussi que sur le coin, donc il y a un aménagement, l'arrêt du TEC va être légèrement déplacé pour y mettre 6 véhicules, donc pavé drainant d'Algazon. Il y aura aussi un escalier parce que évidemment il y a une petite zone de dénivelé côté rue de la Couverterie, donc pour rejoindre forcément la voirie partagée, et tout ça en fait pour une cession de 1116 mètres carrés, donc du domaine privé vers notre domaine public. Question. Non, c'est bien voilà que tu aies précisé. On est sur la voirie, mais on sait que parfois les votes sur les voiries amènent beaucoup de choses. Non, on voulait juste déjà savoir si on avait une idée du timing de la suite, parce qu'en effet, il y a quand même encore sur la voirie, il n'y a pas forcément de soucis. À part, c'est vrai qu'il y avait quand même un avis négatif du DNF sur la question des arbres et l'attaque des racines, ouais. L'atteinte au système racinaire, pardon, c'est ça les bons mots. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. On dit ça a été répondu, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est des éléments évidemment très techniques. Mais il y avait cet avis négatif là et aussi celui de la CCATM. Donc ça faisait quand même beaucoup d'avis négatifs à notre sens. Donc je sais pas si déjà par rapport à ces éléments-là, s'il y a moyen d'avoir plus de précision. Oui, du coup, donc forcément, Agnès Decelle, donc du service urbanisme, est revenue avec ses avis, dont celui du DNF au porteur de projet, qui a discuté avec le géomètre, donc ici Philippe Ledoux, qui a bien motivé, donc comme vous l'avez vu, différents éléments, donc à la fois des techniques moins lourdes pour aller faire le terrassement. Donc tout ça est vraiment conditionné. D'ailleurs, la dernière phrase est bien mis que ici, c'est vraiment conditionner la mise en œuvre du projet à l'application stricte de toutes ces mesures. Donc, je vais pas les relire, mais comme j'ai dit, des engins moins lourds, répartir la charge, interdiction de stockage sous la couronne des arbres, et matériaux drainants et perméables. Et donc ici, justement, il a vraiment fait ce choix pour essayer au mieux de protéger la haie. On aurait pu se dire, on n'impose pas de trottoir, mais c'est dommage de ne pas profiter. On aurait pu aussi le dire, de base, en fait, il était venu avec l'idée de le mettre côté de la voirie partagée. C'était un peu moins sécurisant. Vu aussi que la voirie était partagée, le dénivelé était un peu différent. Et là, c'était encore plus risqué pour le système racinaire et donc la haie qu'on connaît le long de la rue de la Couverterie. Et donc, il a vraiment essayé de tout faire. Il a tout fait, en fait, pour développer au mieux à la fois le trottoir, mais en garantissant le système racinaire, quoi. Ok. Et parce qu'il y avait aussi, évidemment, ce dossier est très grand et donc on se perd un petit peu. Aussi sur la question du ruissellement. Enfin, c'est vrai que voilà, c'est aussi en écho à différents débats qu'on a déjà eus. Je pense et parfois même les dossiers évoluent en quelques mois ou les années que ça prend sur ce qu'on sait des risques auxquels on est confronté. On en a parlé il y a un mois, on l'a vécu pendant un mois, la chaleur et l'importance des arbres, y compris des grands arbres qui se remplacent pas non plus, et toujours existant les risques d'inondation, les problèmes de ruissellement. Et donc c'est vrai que nous on est encore un petit peu prudent. Parce que voilà, on voit qu'il y a plein de choses qui ont été faites, mais je sais pas, ça évolue tellement vite que on est quand même un tout petit peu encore circonspect. Voilà. Mais du coup, pour répondre à ça, ça a déjà été évoqué. On l'avait justement mis sur les slides, mais on l'a enlevé parce que ça ne va pas être imposé dans le projet de voirie ici. Mais sur la droite, il y a déjà une noue, donc c'est un rectangle. C'est vraiment dans le lot. Donc le deuxième lot en partant de la droite, c'est le petit rectangle en bas. Tu vois ? Donc il y a la voirie, c'est vraiment le rectangle là en bas. Donc alors là c'est la noue qui était proposée, qui d'après eux répondait déjà, et j'ai justement vu un mail de Donovan qui dit que, donc notre inondation pour ceux qui avaient oublié, que il y a normalement la noue est correcte, mais qu'il faudrait prévoir certaines choses en plus, et donc tout ça va être analysé quand on va forcément prévoir donc les 7 logements, et quand le projet va passer, il va y avoir l'avis du GISER, etc. Donc ça a déjà été étudié ici au niveau de la voirie, mais forcément on va l'imposer et on va suivre l'avis du GISER. La partie urbanisme, en fait. Oui, exactement. Et on va fera super attention, évidemment,
Oui, c'est ça. Du coup, c'est toujours la difficulté entre. Il y a quand même l'articulation entre ce qui est fait sur la voirie et après ce qui sera ou pas imposé. Donc c'est déjà bien que ça a été réfléchi. Mais voilà, nous, on sera évidemment très attentifs plutôt à la partie après, à tous les aspects biodiversité, les aspects pour les risques extrêmes qu'on connaît, chaleur, inondation. Et après, il y a quand même une réflexion plus générale, mais c'est peut-être pas le moment de la lancer, sur le type de projet. Et donc évidemment, on est sur un endroit urbanisable et dans une zone de village, donc on est favorable à la densification, là, ça a du sens. Donc c'est un endroit où ça a du sens. Mais on en parlait notamment en voyant le rapport de Belfus, les modifications de besoins de la population, le fait que on a un manque de diversité en fait de types de logements. Une population vieillissante, aussi des jeunes qui ont du mal à avoir un accès à un logement abordable. Et donc c'est vrai que voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage de peut-être pas, de partir maintenant à nouveau sur un projet assez classique finalement de cette maison classique unifamiliale. Et ça vaudrait quand même la peine parce qu'il va plus non plus rester des tonnes de terrain de ce genre de taille urbanisable dans des endroits quand même bien, dans les cœurs de village, en tout cas plus ou moins cœurs de village. Et donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore la place dans ce projet-là pour avoir une réflexion sur le type de logement et pouvoir proposer des logements à la fois tout à fait adaptés niveau climat, biodiversité, etc., mais aussi adaptés aux besoins, peut-être un peu plus innovants. Voilà, je sais que c'est pas le débat aujourd'hui, mais il y a rien à faire, une chose en entraînant une autre. La voirie entraînant après le permis d'urbanisme, c'est des questions qui se posent. Mais ici, c'est un projet qui date quand même de longtemps, je pense, quelques années. Moi, j'ai repris en cours de route, on va dire. Donc, c'est vrai que la discussion, déjà même, je crois qu'il y a 1 an que je discute avec Monsieur Ledoux et Dumonceau pour essayer de trouver justement la meilleure alternative rien qu'au trottoir. Donc, j'ose même pas imaginer les discussions peut-être que Jean-Marie ou Nadia ont eu avant concernant les habitations. Donc, je dis, voilà, après, on peut toujours leur faire la remarque, mais c'est vrai que c'est quand même un grand terrain et je peux comprendre que vu le délai du projet, les frais, à mon avis, les frais de la voirie, je pense qu'on parle de 160, 150 000 euros, qui a une certaine aussi rentabilité derrière. Alors effectivement, on doit faire attention au nombre de logements. On le verra plus en détail, comme tu dis, on aura la réflexion quand le SDC va arriver, il y aura l'enquête publique, etc. On a suffisamment d'espace dans Wallin que pour mettre des logements, mais je suis d'accord avec toi, il faudrait plus de mixité de logements, des petits studios, des petits appartements. Maintenant, jusqu'où on doit aller? Est-ce qu'on doit forcer les gens à les contraindre à faire ce type de logement? C'est qu'ici, dans cette zone-là, après, c'est à titre personnel, ça s'intègre rien. On n'est pas encore vraiment en centralité, je veux dire, comme Wallin Centre ici. On a quand même des ouvertures paysagères, donc ça reste des maisons 4 façades, mais non, sauf pour les 2 blocs à gauche et au milieu. Mais voilà, effectivement, la réflexion se fait, quoi. Avec des jardins conséquents qui pourraient accueillir un nombre d'arbres important. Maintenant voilà, ici il faut aussi rappeler effectivement, donc c'est un projet qui date déjà d'un petit temps et qui s'inscrit dans le schéma de développement communal actuel. Donc voilà, ici il y a un promoteur qui dépose quelque chose et on doit l'analyser dans le cadre du schéma actuel. Et donc tout l'intérêt serait effectivement d'intégrer donc tous ces enjeux de développement de type de logement alternatif, etc. Donc dans le cadre du schéma de développement communal futur. Donc nous on doit analyser cela avec les outils dont on a à disposition et donc on peut pas refuser tout et n'importe quoi. Donc il faut qu'on reste bien entendu donc objectif par rapport au cadre actuel. Donc il rentre un projet dans le cadre actuel, mais voilà, le fait que c'est important de le dire qu'on valide cette modification de voirie ne présuppose pas qu'on va délivrer le permis tel qu'il est là, bien entendu. Donc c'est 2 analyses bien distinctes. Et je pense que sur l'avis de la CCAT, je sais pas si tu veux rajouter un élément. J'allais terminer ou pas si tu veux dire quelque chose là-dessus. Mais du coup, l'avantage en fait d'avoir la procédure de voirie, c'est que la CCATM s'est prononcée dessus, mais comme le dossier va repasser, on va évidemment le faire repasser à la CCATM, et ça a permis du coup, il y a je crois plus d'une 20aine ou une 30aine de points qui a été cités donc par Nathalie dans le PV, de transmettre ce PV et qu'ils les prennent déjà en compte. Enfin, j'espère en tout cas, je pense qu'ils les prendront en compte pour encore après pouvoir potentiellement faire des plans modificatifs si nécessaire. Mais c'est bien, ça fait un premier passage et un premier. Et l'avis défavorable ne porte pas tellement, et même pas sur l'aspect voirie, il porte sur le projet urbanistique en fait. Donc l'essentiel des remarques porte là-dessus. Donc voilà, c'est pas un avis défavorable au projet de modification de voirie qui est proposé ici, quoi. Vous souhaitez passer au vote?
Bon, c'est bon. C'est bon? Non, mais voilà, après, c'est des dossiers extrêmement complexes. C'est important qu'on en débatte et que ça puisse aussi être public parce que c'est voilà, parfois des enjeux, peut y avoir des sensibilités, il y a parfois des analyses qui sont valides à un moment et qui le sont pas forcément 1 an ou 2 ans après. C'est la difficulté aussi des longs dossiers comme ça. Voilà, c'est comme sur la drève, hein. Les arbres, la vie sur les arbres, ça peut évoluer. La biodiversité qui évolue très très fort aussi avec le changement climatique. On sait qu'il y a de la nidification dans le coin. Ça peut aussi être mis à mal très très vite. Donc, on sera extrêmement attentif, en tout cas pour la partie urbanisme. Mais voilà, c'est OK pour cette partie-ci. Merci des réponses et du débat. Eh bien, si c'est bon pour tout le monde, merci. Le 13e objet, c'est on a une main entre le Common et Promosport pour les efforts à l'énergie Annie. C'est une convention entre la commune de Wallin et la SBL Promosport relative à la natation scolaire pour l'année 2026-2027 à la piscine Aquanil. Merci Bernadette pour ce cours de... C'est très intéressant et important pour aller dans nos écoles. Alors, en fait, il s'agit d'un renouvellement de cette convention. Ça concerne les enfants de 3e maternelle qui vont à la piscine de façon régulière. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se retrouvent dans un bassin qui est plus petit et plus agréable pour eux. Parce que je rappelle que les autres années de primaire, donc de la 1e à la 6e primaire, vont nager à la piscine du bloc Riel Valaineuf. Alors voilà, c'est un renouvellement de convention. Le tarif horaire reste le même, c'est-à-dire 135 € TVA comprise par heure. Et ce prix est justifié aussi par la présence d'un maître nageur au bord du bassin, ce qui est évidemment une obligation légale. C'est bon? Merci beaucoup. 14e objet, convention entre la commune de Wallin et la SBL La Chaloupe relative à l'organisation d'un tutorat scolaire de groupe pour les élèves de l'enseignement secondaire entre septembre 2026 et avril 2027 dans l'école de Wallin. Alors ça, c'est un projet, moi, qui me tient particulièrement à cœur et qui s'adresse en tout cas aux enfants de 12 à 18 ans, mais qui fait travailler aussi des jeunes de notre commune, parce que c'est eux qui vont donner justement ce tutorat. Alors, après un petit échange avec la Chaloupe, cette année, on a dispensé 80 heures de soutien à 10 élèves, principalement originaires de la commune, et très motivés par ces séances. Je rappelle que le coût pour les élèves est de 6 € par heure, ce qui est vraiment tout à fait démocratique, parce que généralement, 1 heure de cours privé, ce n'est vraiment pas ce prix-là. On est plutôt entre 45 et 70 €. Donc voilà, je remercie la Chaloupe pour cette bonne collaboration. C'est bon? Merci. 15e objet, fabrique d'église Saint-Vincent et Martin, compte de l'exercice 2025. Ben voilà, c'est le compte de l'exercice 2025 et donc on vous propose de l'approuver avec une correction puisque donc on avait dans le cadre du budget, de la modification budgétaire, donc réformé le budget en ne permettant pas donc la mise en réserve de moyens. Et dans le compte que nous avons reçu, il y a une mise en réserve qui est proposée de l'ordre de 35 000 €. Donc ce n'est pas conforme au budget qui a été approuvé par la commune, donc par la tutelle sur la fabrique. Et donc nous proposons de modifier donc cette inscription, et ce qui engendre alors un boni au niveau donc de la fabrique d'église de 35 742,87 €. C'est bon? Merci beaucoup. 16e objet, point porté à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunal ISBW le 24 juin 2026 à Rixensart. Donc une assemblée générale qui a eu lieu mercredi dernier avec comme ordre du jour finalement assez classique les 2 points les plus importants, le résultat de l'exercice 2025 qui présente, et vous le voyez affiché, un bonus de 339 000 €. Et l'autre point important à l'ordre du jour, c'était le rapport d'activité qui s'articulait autour de 3 axes majeurs: l'accueil extrascolaire, le soutien aux aides familiales et l'accompagnement des personnes porteuses de handicap. Voilà pour l'Assemblée générale de l'ISBW. Des questions? Non. Eh bien voilà. J'allais dire pas sur l'ISBW, mais juste 2 petites questions d'actu. Enfin, moi j'allais justement rajouter quelque chose, mais je t'en prie. Enfin, parce que je vais peut-être répondre à ta question. Oui, sans doute. Enfin, il y en a une qui est juste sur
Le sondage Voilà. sur la Justement. gestion des déchets organiques. Voilà, justement, comme- j'allais faire une communication en fin de collège, de conseil, pardon. En fait, on a reçu les résultats de ce sondage. Ils sont évidemment non. On a eu 1700 participants, ce qui est vraiment une participation massive. Et 80% des votants ont exprimé leur souhait de maintenir la collecte existante, c'est-à-dire une collecte bimensuelle. Donc nous allons continuer sur ce chemin-là. Je rappelle, j'en profite pour rappeler l'existence du point d'apport volontaire et les conditions qui sont je trouve plus mon mot. Les primes pour Ça le m'arrive. compost. Non, il y a deux choses. Il y a le point d'apport volontaire et il y a les primes pour l'achat d'un compost avec un maximum de 50 €. Et non, le point d'apport volontaire, je voulais dire que pour pouvoir en bénéficier, il y a un petit badge à acheter qui coûte 10 €. Et puis alors on peut y aller déposer son sac moyennant aussi une somme très très modique. Ça peut être une solution pour les personnes, les 20% des votants qui souhaitaient justement un passage hebdomadaire pour les déchets organiques. Je sais pas, Xavier, tu veux Non, mais voilà, je ajouter pense qu'il quelque faut chose souligner la grande participation à ce sondage. Je pense que c'est quand même un point super important. De mémoire, je pense que c'est 1/3 des adultes, en gros, qui sont prononcés. Je pense que c'est quand même très fort en termes de mobilisation. Et ben le résultat est très clair. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de commentaires à en faire davantage. Donc c'est important. Un élément quand même à mentionner, c'est que ça veut dire bien entendu qu'il n'y aura pas d'augmentation de la taxe en lien avec une collecte hebdomadaire qui aurait été remise en œuvre dans le cadre de l'été. Mais bien sûr, on doit rester attentif à l'évolution des coûts de gestion, de traitement donc des déchets. Donc bien sûr qu'on fera le point lors du prochain budget. Et si l'inflation continue, si les coûts augmentent, il faudra qu'on regarde aussi pour faire en sorte que le coût vérité donc tienne la route. En tout cas, il n'y aura pas d'augmentation en lien avec une collecte supplémentaire. On avait vu les projections qui avaient été données donc dans le cadre du sondage impliquaient des augmentations très importantes et je pense qu'effectivement ça a dû peser sans doute dans le choix des citoyens. Maintenant, on reste aussi attentif parce qu'il y a aussi des commentaires qui ont été faits dans le cadre du sondage et notamment de personnes qui estiment faire déjà beaucoup d'efforts et ont estimé, comme moi je fais déjà beaucoup, moi je me mets à la place du citoyen qui a effectivement donc fait ce commentaire, il ne comprendrait pas que lui faisant beaucoup d'efforts, il soit pénalisé par une taxe supplémentaire et donc ça reste bien sûr un point d'attention important. Donc il faut tenir compte des gens effectivement qui font déjà beaucoup d'efforts de tri et donc c'est en ce sens que les dernières fois nous n'avons pas touché à la taxe forfaitaire, mais on a touché à la taxe variable, qui, bien entendu, donc touche celles et ceux qui produisent le plus de déchets. Donc voilà, donc on aura ce débat lors de l'établissement de la taxe déchets en octobre prochainement. Voilà. Voilà. J'ai d'autres petites questions. Si, on a encore une dernière petite question, mais qui est aussi vraiment d'actualité. Donc, j'imagine que vous y avez déjà réfléchi aussi. C'est par rapport aux importantes vagues de chaleur des dernières semaines. On sait qu'on n'y était pas vraiment préparé, qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont eu du mal à supporter et à gérer la situation. On pense notamment du coup aux écoles, aux élèves, aux maisons de repos. On ne sait pas si vous avez eu des retours des écoles communales ou oui, bien sûr. Une île. On était en lien avec les écoles, ça c'est évident. Alors évidemment, nos bâtiments ne sont pas tous équipés pour résister à de telles chaleurs. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion approfondie à avoir sur à ce qu'il faut mettre en place, un plan finalement canicule et à réfléchir plus loin. Alors c'est vrai que moi je lisais récemment un article parlant d'ERCO. Alors ça peut être tout à fait critiquable, mais un ingénieur en parlait en expliquant que si l'ERCO est assorti d'une très bonne isolation et de panneaux solaires, ça peut devenir à un moment donné quelque chose d'essentiel pour continuer à, en tout cas ici dans le cas de l'enseignement, pouvoir donner cours sereinement. Alors on s'est évidemment assuré du bien-être de nos élèves, donc on a distribué des ventilateurs dans toutes les classes. On a eu une attention particulière à donner cours dehors, surtout l'après-midi, à l'ombre des arbres.
Donc voilà, moi j'ai vu les élèves de Wallin avoir cours ici au pied des arbres. Je trouvais ça intéressant. Et alors pour le jeudi et le vendredi, là où vraiment la vague de chaleur elle était la plus intense, on a permis aux parents de venir rechercher leurs enfants à l'école à partir de 12h15. Et une grande partie des enfants est retournée l'après-midi. Ouais, en tout cas, comme tu as dit, pour nous, c'est quand même important que dans le futur, on ait une réflexion par rapport à un plan, tout à fait, un plan pour permettre de gérer justement ces différentes. Et alors, je l'expliquais déjà un précédent conseil, on va végétaliser la cour de Wallin et entre autres, il y a la plantation d'arbres devant les fenêtres de certains bâtiments pour justement apporter de l'ombre. Alors, ça ne suffit pas, mais je partage votre souci de plantation d'arbres. Je pense que c'est extrêmement important, surtout avec ce qu'on va connaître dans les années à venir. Et alors évidemment à choisir la bonne espèce aussi à planter. Ok, ça va. Merci. Eh bien voilà, notre petit conseil est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.